Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter de deux affaires criminelles et j'espère que ces deux affaires sont encore inconnues pour vous. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si jamais le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en vous abonnant juste en dessous si ce n'est toujours pas fait. Et sans plus tarder, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Serving fire department. Ma'am, are you still there? Ma'am, are you still there? Dans cette première affaire glaçante, ce qui semblait être une maladie soudaine et inexpliquée s'est transformé en une enquête criminelle captivante. Une jeune femme aimée de tous, un mari médecin et des circonstances troublantes entourant un décès prématuré. Derrière les apparences d'un couple modèle se cache un mystère inquiétant, où chaque détail révèle une vérité plus sombre que l'on aurait pu l'imaginer. Alors la question est, que s'est-il réellement passé ? Betty Jo Bowman, née à Wichita au Kansas, avait pourtant un parcours inspirant. Diplômée du lycée Bishop Carroll en 2009, elle avait poursuivi son rôle d'enfance en obtenant un doctorat en pharmacie à l'université du Kansas en 2017. Dès son arrivée à la clinique Mayo, ses collègues avaient salué son professionnalisme. Le pharmacien chargé de sa formation se souvenait d'elle comme une personne fiable, intelligente et profondément bienveillante. Betty aimait son métier et trouvait une grande satisfaction à aider les autres avec chaleur et compassion. C'est dans le cadre de cette carrière qu'elle avait rencontré Connor, qui avait également obtenu son doctorat pharmaceutique à l'université du Kansas la même année qu'elle. Alors que Betty terminait sa résidence à Topeka, Connor restait à l'université pour poursuivre ses études de médecine. En parallèle, il se spécialisait dans le domaine du contrôle des poisons, une expertise rare et précieuse. En décembre 2019, Connor avait demandé Betty en mariage. Elle avait évidemment partagé cette nouvelle sur sa page Facebook, suscitant de nombreux messages de félicitations de la part de ses proches. Ensemble, ils semblaient incarner le couple idéal, unis par des valeurs communes et des objectifs professionnels plus qu'alignés, travaillant main dans la main pour aider les autres. Connor et Betty Bowman s'étaient engagés ensemble dans une vie de compassion et de générosité. Ils participaient régulièrement à des collectes de fonds et partageaient sur les réseaux sociaux des informations sur des causes qui leur tenaient à cœur. En utilisant leurs connaissances spécialisées, ils cherchaient à combattre la désinformation médicale et à apporter leur aide à ceux qui en avaient le plus besoin. Le 31 mai 2021, le couple s'est uni lors d'une cérémonie au Rhapsody à Independence dans le Missouri. Pour leur lune de miel, ils ont choisi Hawaï, un voyage qui reflétait l'amour de Betty pour les escapades. Elle avait déjà exploré de nombreuses destinations comme le parc national de Yosemite, New York, Chicago, le Grand Canyon, l'Islande et même les Caraïbes. Avec Connor, ils espéraient visiter d'autres lieux spectaculaires, renforçant leur lien au fil des aventures. Après leur mariage, ils ont emménagé à Rochester, dans le Minnesota, pour poursuivre leur carrière à la prestigieuse clinique Mayo. Betty, pharmacienne en salle d'opération, et Connor, résident en médecine interne, avaient accepté ce déménagement comme un sacrifice nécessaire. La clinique Mayo, réputée mondialement, représentait une opportunité unique pour eux, même si cela signifiait s'éloigner de leur famille et de leurs amis et rester au Kansas. Leur décision incarnait l'optimisme d'un jeune couple, convaincu de pouvoir surmonter ensemble toutes les épreuves. Toutefois, derrière les apparences d'un mariage parfait, partagé sur les réseaux sociaux à travers des photos et des anecdotes, des tensions commençaient à émerger. Connor et Betty avaient choisi d'avoir des comptes bancaires séparés, une décision liée aux dettes importantes de Connor. Ce détail, ajouté à la pression d'une vie professionnelle plus qu'exigeante, pouvait expliquer certaines tensions, bien qu'aucun de leurs proches n'ait suspecté de problème. Dans leur quartier, le couple était perçu comme discret et réservé. Les voisins croisaient parfois Betty lorsqu'elle promenait son chien, un corgi nommé Sir Crumpet II de Mulberry. Betty adorait ce chien, qu'elle gâtait sans retenue. Même lorsqu'il était chaud, elle s'était montrée particulièrement dévouée, allant jusqu'à lui brosser les dents chaque soir.
Tout a commencé le 16 août 2023, lorsque Betty a été admise à l'hôpital en raison de douleurs abdominales aiguës et d'une déshydratation sévère. Ces symptômes ressemblaient à ceux d'une intoxication alimentaire, mais son état n'a pas répondu au traitement habituel. Pire encore, il s'était rapidement aggravé. Elle a développé des problèmes cardiaques, du liquide dans les poumons et finalement une défaillance multiorganique. Lors d'examens plus approfondis, les médecins ont découvert une section de son côlon gravement endommagée avec des tissus nécrotiques. Une intervention chirurgicale a alors été réalisée pour retirer la partie affectée, mais malgré leurs efforts, il était évident qu'il ne s'agissait pas d'une simple intoxication alimentaire. Les professionnels de santé ont cherché désespérément une explication. Connor, son mari, a alors avancé l'hypothèse qu'elle souffrait de HLH, une maladie auto-immune rare qui pousse les globules blancs à attaquer tous les organes. Bien que des tests aient été effectués afin de confirmer ou infirmer ce diagnostic, les résultats sont restés non concluants. Sans explication précise ni traitement efficace, l'état de Betty s'est détérioré jusqu'à son décès brutal survenu le 20 août 2023. Sa mort a été un choc immense pour tous ses proches. Sa famille et ses amis, complètement dévastés, n'arrivaient pas à comprendre comment une femme aussi jeune et en apparence en parfaite santé avait pu succomber de cette manière, et un proche a d'ailleurs confié ceci. C'était tellement triste et inimaginable. Betty était pleine de vie, en excellente santé, et avait en plus de ça un avenir prometteur. La jeune femme avait toujours affiché une vitalité remarquable. Son mode de vie actif, sa passion pour son travail et son amour des voyages témoignaient d'une jeune femme dynamique, tournée vers l'avenir et qui était bien loin de cacher une quelconque maladie. Cette tragédie soudaine contrastait douloureusement avec l'image qu'elle renvoyait, celle d'une personne en pleine possession de ses moyens, prête à embrasser une vie riche et épanouissante. Pourtant, tout s'était effondré en l'espace de quelques jours seulement, laissant un vide immense dans la vie de ceux qui l'aimaient. Betty est décédée dans un lit d'hôpital à l'âge de seulement 32 ans, laissant derrière elle un vide immense. Connor, son mari, a rédigé sa nécrologie, attribuant son décès à une maladie auto-immune et infectieuse d'apparition soudaine. Pourtant, les tests pour confirmer cette hypothèse étaient restés non concluants. Selon des documents judiciaires, Connor avait déclaré au tribunal du médecin légiste que la mort de sa femme était naturelle, insistant pour qu'elle soit incinérée sans délai. Il avait également tenté d'annuler l'autopsie, affirmant que sa femme ne souhaitait pas que son corps soit disséqué. Bien que cette demande puisse sembler émaner d'un époux endeuillé et respectant les volontés de sa femme, d'autres aspects de son comportement suscitaient plusieurs interrogations. En effet, ses actions ne correspondaient pas du tout à celles d'un homme en proie à une douleur sincère. Connor avait échangé des courriels avec un enquêteur du bureau du médecin légiste, posant des questions détaillées sur l'analyse toxicologique. Il souhaitait savoir si les tests effectués iraient au-delà des analyses standards réalisées à l'hôpital. Il avait même demandé une liste précise des substances recherchées. Le jour de l'hospitalisation de Betty, soit le 16 août, elle avait autorisé Connor à accéder à ses informations médicales confidentielles, un accès qui devait normalement expirer à son décès, soit le 20 août. Pourtant, Connor avait continué à consulter régulièrement ses dossiers de santé électroniques après sa mort, analysant les données d'admission, les notes d'examen, les traitements administrés et les rapports de la salle d'opération. Le 22 août, il était même allé plus loin en créant une rencontre documentaire dans le dossier de Betty, bien qu'il n'y ajoutait aucune information. Cette simple action avait suffi à le faire apparaître comme un membre de l'équipe médicale de sa femme, lui permettant de maintenir un accès illimité aux documents sans avoir à entrer ses identifiants. Cette insistance à consulter les dossiers médicaux après la mort de Betty soulevait de nombreuses questions. Pourquoi tenait-il tant à obtenir toutes ces informations ? Bien que suspect, son comportement après le décès n'était pas aussi alarmant que ses agissements durant la semaine qui l'avait précédé. Les enquêteurs avaient doucement commencé à soupçonner que Connor pourrait avoir joué un rôle plus actif dans les circonstances tragiques entourant la mort de sa femme. Les enquêteurs ont obtenu un mandat pour examiner les appareils électroniques de Connor, notamment un ordinateur portable fourni par l'université du Kansas pour son travail dans le domaine du contrôle des poisons. Ce poste exigeait de répondre à des appels et de mener des recherches approfondies sur diverses substances toxiques, lui conférant alors une expertise particulière. Cet ordinateur
destiné à un usage strictement professionnel, était équipé d'un VPN, garantissant que seul Connor pouvait accéder à ces données sensibles. Lors de leur analyse, l'université a découvert que Connor avait effectué des recherches spécifiques sur le nitrate de sodium. Cette substance chimique peut altérer le transport de l'oxygène dans le corps, provoquant ainsi des effets potentiellement mortels. Connor avait également exploré des sites en ligne pour identifier des vendeurs de nitrate de sodium, et le 10 août, il avait recherché des aliments susceptibles de contenir du nitrate de sodium de qualité industrielle. Parallèlement, il avait consulté une revue médicale spécialisée utilisée principalement par les professionnels de santé afin d'évaluer la toxicité et la létalité de diverses substances. Mais ce n'est pas tout. Connor avait également montré un intérêt marqué pour la colchicine, un médicament prescrit pour traiter les crises de gouttes. Cependant, aucun appel lié à cette substance n'avait été reçu dans le cadre de son travail, laissant entendre qu'il avait effectué ses recherches à titre personnel. Il avait visité des sites comme GoodRx et Strip, cherchant apparemment à acquérir de la colchicine sous forme liquide, ce qui a conduit les détectives à suspecter une intention d'achat en vue d'une utilisation active. La colchicine, bien que médicament utile à des doses contrôlées, devient extrêmement toxique lorsqu'elle est administrée en quantité excessive. Une surdose entraîne un empoisonnement qui progresse en 3 phases distinctes. La première phase, qui survient entre 10 à 24 heures après l'ingestion, se caractérise par des troubles gastro-intestinaux sévères, imitant les symptômes d'une intoxication alimentaire. La deuxième phase, débutant 24 heures après l'ingestion et pouvant durer jusqu'à une semaine, voit les organes vitaux cesser progressivement de fonctionner. Enfin, dans la troisième phase, la personne peut éventuellement se rétablir après plusieurs semaines, sauf si une défaillance multi-organes et une septicémie l'ont déjà emporté. Ce schéma, étrangement similaire aux symptômes présentés par Betty Bowman avant son décès, a renforcé les soupçons des enquêteurs. La succession des phases décrites correspondait de manière assez troublante à la rapide détérioration de son état de santé, soulevant de sérieuses questions quant au rôle que Connor aurait pu jouer dans cette tragédie. Le 10 août, le jeune homme a utilisé Internet pour effectuer un calcul précis. Il a converti le poids de Betty en kilogrammes, puis l'a multiplié par 0,8. Et cette valeur correspond à la dose létale de colchicine par kilogramme de poids corporel. Cette recherche troublante en elle-même a pris une dimension encore plus sinistre lorsque des échantillons de sang de Betty, analysés par le ministère de la Santé du Minnesota, ont révélé la présence de colchicine dans son organisme. Mais évidemment, j'imagine que parmi vous, très peu de personnes sont surprises. Évidemment, aucune surprise non plus si je vous dis que Betty n'avait jamais été diagnostiquée avec une maladie nécessitant ce médicament, ni avec la goutte, ni avec le HLH. Contrairement à ce qu'affirmait Connor, la mort de Betty n'était pas due à une maladie auto-immune rare. Le médecin légiste a conclu au contraire que la cause du décès était un empoisonnement à la colchicine et a classé cette mort comme un homicide. L'analyse des événements précédant son décès a ajouté d'autres éléments troublants. Le 10 août, soit 10 jours avant sa mort, une amie de Betty lui avait rendu visite. Lors de cette rencontre, Connor avait préparé un smoothie pour Betty. L'amie, après y avoir goûté, avait trouvé la boisson si mauvaise qu'elle s'en était étonnée. Elle avait également trouvé étrange que Connor prenne cette initiative, étant donné qu'il n'était pas du tout du genre à faire des gestes attentionnés. Selon le mandat, Betty et son amie avaient même plaisanté en insinuant que Connor essayait peut-être de l'empoisonner. Même si elle ne pensait pas ça sérieusement, Betty avait préféré ne pas boire le smoothie et l'avait jeté. 2 jours avant de tomber malade, Betty avait envoyé un SMS à Connor en lui faisant part de son impatience de le voir pendant ses jours de congé et de pouvoir passer du temps tous les deux. Le soir du 15 août, elle a écrit à son amie en lui disant qu'elle buvait un verre à la maison avec Connor, son mari. Elle semblait en parfaite santé, tout allait bien, mais au matin du 16 août, son état avait basculé de manière dramatique. Betty avait confié à une amie qu'elle n'avait pas dormi de la nuit en raison d'un fort malaise. Elle pensait que sa boisson alcoolisée de la veille pouvait potentiellement en être la cause. Pendant ce temps, les tensions dans le mariage de Betty et Connor devenaient de plus en plus apparentes pour leurs proches. Bien que le couple ait convenu d'avoir une relation ouverte, ils s'étaient mis d'accord pour ne pas développer de liens émotionnels avec les autres partenaires.
Cependant, un ami commun avait remarqué que Connor semblait de plus en plus attaché à une nouvelle petite amie. Cette situation avait poussé Betty à confronter Connor et à évoquer la possibilité d'un divorce. Derrière l'image idyllique qu'il présentait sur Facebook, le mariage était en réalité bien plus tumultueux qu'il ne voulait le laisser penser. 3 jours après la mort de Betty, un ami qui avait rendu visite à Connor a été frappé par 2 détails troublants. La petite amie de Connor se trouvait déjà chez lui, et toutes les photos de Betty avaient complètement disparu de la maison. Ces changements rapides, pour ainsi dire radicaux, combinés à d'autres indices, ont attiré l'attention des enquêteurs sur Connor. La police a découvert que les finances du couple étaient en plus de ça une source potentielle de tension, comme on a pu le dire un petit peu plus tôt. Connor avait accumulé un certain nombre de dettes, et leurs comptes bancaires séparés reflétaient peut-être une volonté de maintenir une certaine indépendance financière de la part de Betty, et j'ai envie de dire, elle a bien raison. Ce sont les dettes de Connor et pas les siennes, elle avait complètement raison de s'en être détachée. Quoi qu'il en soit, un ami a rapporté que Connor avait mentionné qu'à la mort de Betty, il bénéficierait d'une assurance vie de 500 000 $. Ceci constituait un mobile évident pour les enquêteurs. D'une part, il semblait amoureux d'une autre jeune femme, et en plus de ça, en étant complètement endetté et avec une assurance vie de 500 000 $ qui lui courait au bout du nez, forcément, ça fait quand même beaucoup de raisons pour ce dernier d'avoir tué sa femme. Les recherches effectuées par Connor, en plus de ça sur Internet, ont également renforcé les soupçons. Parmi celles-ci figuraient d'ailleurs des questions comme l'historique de navigation peut-il être utilisé au tribunal? La police peut-elle suivre la livraison des colis? Ou encore, comment supprimer les données Amazon? Ces recherches, datées du 5 août 2023, soit près de 2 semaines avant la mort de sa femme, suggéraient une tentative de dissimulation préméditée. Le 20 octobre, Connor Bowman a alors été arrêté durant un contrôle routier et inculpé de meurtre au 2e degré. Une fouille de son domicile a permis de trouver un reçu pour un dépôt bancaire de 450 000 $. Selon les autorités, il aurait utilisé ses connaissances médicales pour orchestrer le meurtre de sa femme, une ironie tragique puisque c'est leur passion commune pour la médecine qui les avait rapprochés. Aujourd'hui, en novembre 2024, Connor a déjà plusieurs fois vu le juge, mais le procès ne s'est toujours pas déroulé. Et évidemment, lorsqu'il y aura des updates, je ferai en sorte de vous le mettre dans l'onglet Communauté. Quant à Betty, les souvenirs de cette dernière continuent à illuminer les pensées de ceux qui l'avaient connue. Ses collègues se souviennent de son caractère optimiste et de son émerveillement face aux beautés du monde. Ceux qui l'ont connue se souviennent d'elle comme d'une âme lumineuse dont la vie a été tragiquement écourtée, vraisemblablement par la personne qui aurait dû l'aimer et la protéger. Alors qu'actuellement les preuves s'accumulent et que les accusations s'alourdissent, cette affaire laisse derrière elle une multitude de questions. Comment une relation apparemment idyllique a-t-elle pu sombrer dans une telle tragédie? Était-ce un acte prémédité ou le résultat d'un enchaînement de décisions terribles? À vous de juger, mais la question se pose. Jusqu'où peut aller l'obsession du pouvoir, de l'argent ou même de l'amour? Pour cette deuxième partie, nous plongeons dans une affaire choquante et tragique qui a secoué la communauté de Riverside en Californie. Un couple jeune et plein de promesses s'est retrouvé victime d'un crime impensable. Un crime qui aurait des conséquences dévastatrices pour leur famille et la société. Derrière cette violence se cache une histoire complexe, où l'amitié, la trahison et la corruption du système militaire s'entrelacent pour former un récit sordide. Un crime qui, au départ, semblait complètement inexplicable, mais qui, après une enquête minutieuse, a dévoilé des secrets plus sombres que quiconque n'aurait pu imaginer. Cette affaire est aussi déstabilisante que fascinante. L'histoire de Jan et Kanapidzak est un véritable conte de fées. Cependant, seulement 2 mois après ce qui avait été probablement le moment le plus heureux de leur vie, tout leur bonheur et leur avenir ensemble leur ont été tragiquement enlevés dans des circonstances qu'aucun mari ne devrait jamais avoir à affronter. Kenna Faye Jenkins, née le 16 février 1982, était la fille unique de Roy et Glenda Faye Jenkins. Elle a grandi dans la région de l'Ontario, en Californie du Sud, où elle a vécu une enfance épanouie. Très tôt, elle a montré un grand intérêt pour les études et a finalement décidé de poursuivre sa carrière universitaire à l'Université d'État de San Diego. C'est là qu'elle a obtenu son master en santé publique en 2005.
Forte de cette formation, Kenna a décidé de s'engager activement pour la santé publique, travaillant comme assistante en éducation à la santé pour le programme Blake Infant Care du comté. Elle nourrissait également l'ambition de devenir médecin et se consacrait pleinement à son travail, avec l'espoir de réaliser un jour cette vocation. Quant à Yannick Paul Pitzak, plus connu sous le surnom de Yann parmi ses proches, est né en Pologne le 13 mars 1984. Quand Yann avait seulement 11 ans, sa famille a émigré aux États-Unis, s'installant dans le quartier de Bensonhurst à Brooklyn, situé à New York. Très influencé par les événements tragiques du 11 septembre, Yann a décidé de rejoindre les Marines en 2003. Il avait toujours rêvé de rejoindre l'armée, souhaitant ainsi rendre hommage au pays qui lui avait offert une nouvelle vie. Sa mère se souvient d'ailleurs de lui, disant ceci. « Maman, nous vivons dans ce pays. Nous devons être patriotes. Nous devons redonner à la nation ce qu'elle nous a donné. » C'était là sa manière à lui de montrer son amour et sa gratitude envers son pays d'adoption. Yann a ensuite effectué une mission en Irak où il a servi en tant que mécanicien d'hélicoptère. Avec son courage et son dévouement, il a rapidement grimpé les échelons pour atteindre le grade de sergent. Ses amis et collègues le surnommaient souvent le sergent P, ou simplement P. Avant son déploiement en Irak, Yann a croisé le chemin de Kiana lors d'un événement organisé par les Marines. Un ami commun qui avait fréquenté l'université d'État de San Diego les avait présentés. Bien que Kiana ait été d'abord réticente à sortir avec un marine, Yann a su la convaincre de lui redonner une chance. Ce fut alors le début d'une histoire d'amour sincère et profonde. Les deux jeunes gens sont rapidement devenus inséparables. Leur amour était palpable et tous ceux qui les connaissaient pouvaient témoigner de la force de leur lien. Ils formaient un couple si uni que l'on ne pouvait que leur souhaiter de vivre une longue vie et heureuse ensemble. La mère de Yann se souvenait avec émotion de leur complicité et de la façon dont ils s'aimaient, peu importe les différences qui pouvaient exister entre eux. Leur amour n'avait pas de couleur, il était pur et authentique, un exemple parfait de ce que pourrait être une véritable histoire d'amour. Kiana et Yann étaient jeunes, pleins de vie et surtout pleins d'espoir. Leur avenir semblait prometteur avec de nombreux projets et des rêves, notamment celui de fonder une grande famille. Kiana, âgée de 26 ans, et Yann de 24 ans, s'étaient mariés le 8 août 2008. Leur union, marquée par l'amour et la complicité, n'aurait finalement duré que 2 mois, mais ces 2 mois étaient remplis de bonheur et de rêves d'un avenir commun. Hélas, leur histoire d'amour fut tragiquement interrompue, et ce n'était pas du tout de leur ressort. Le 15 octobre 2008, Kenna et Yann ne se sont pas présentés au travail et personne n'a pu entrer en contact avec eux. Les collègues, inquiets, ont rapidement alerté la police pour effectuer un contrôle de bien-être. Lorsqu'un agent est arrivé à leur domicile, il a trouvé la porte d'entrée grande ouverte, une scène qui a immédiatement éveillé les soupçons. À l'intérieur de la maison, l'atmosphère était étrange et pesante, imprégnée d'une odeur de gaz naturel et d'essence. L'officier a rapidement compris que quelque chose de terrible était arrivé. En pénétrant dans le salon, les agents ont découvert les corps de Kiana et Yann, liés et bâillonnés, gisant sur le sol. La scène était d'une violence indescriptible. À côté de la jeune femme, un vibromasseur et une bougie rouge ont été retrouvés, éléments qui suggéraient l'horreur de ce qui s'était déroulé dans cette maison. Yann avait été violemment battu et Kiana avait subi une agression sexuelle brutale. Les 2 victimes avaient été torturées avant d'être abattues, leur souffrance ayant été d'une cruauté inouïe. La maison était en désordre total, des tentatives d'incendie ayant été faites un peu partout, bien que heureusement, aucun feu n'a pu prendre. Cependant, l'intention malveillante était claire, détruire les preuves, mais surtout semer la terreur. Les enquêteurs ont également trouvé plusieurs empreintes de chaussures distinctes sur le sol de la maison, ce qui signifie que l'agresseur n'était pas seul. Des traces de pas étaient visibles là où les meurtriers avaient traversé l'essence qu'ils avaient utilisée pour tenter d'allumer des incendies. Parmi ces traces, l'une correspondait à une paire de Nike Air Force One, tandis qu'une autre correspondait à des Nike Cortez. Les murs de la maison, ainsi que les miroirs, étaient recouverts d'insultes raciales, un acte de haine supplémentaire dans cette scène déjà cauchemardesque. La police a rapidement commencé à interroger les proches, les amis, la famille et même les collègues de Kiana et de Yann pour essayer de comprendre qui aurait pu leur en vouloir à ce point.
Les premiers éléments de l'enquête ont révélé que Yann, en raison de son caractère autoritaire et de son rôle de superviseur dans les Marines, pouvait être perçu comme quelqu'un de dur, exigeant beaucoup des autres et n'hésitant pas à appeler à l'ordre ceux qui ne respectaient pas ses attentes. De plus, il avait récemment reçu une prime de 30 000 $, un montant qui n'était clairement pas passé inaperçu aux yeux de ses collègues. La découverte de cette prime pourrait bien avoir été un indice crucial dans cette affaire, laissant penser que l'argent et une potentielle rancune personnelle auraient pu être des motifs derrière ce crime effroyable. Les enquêteurs poursuivaient leurs recherches, déterminés à comprendre l'ampleur de la tragédie et à rendre justice à ce couple qui avait été privé de son avenir. La police a rapidement pris en compte ces deux éléments cruciaux lors de l'évaluation des suspects potentiels. Initialement, l'enquête a orienté les enquêteurs vers l'hypothèse d'un crime haineux à motivation raciale en raison des insultes racistes laissées sur les lieux du crime. Toutefois, un autre indice a émergé lorsqu'une vidéo de surveillance provenant d'un guichet automatique a montré que les assassins avaient utilisé la carte bancaire de Kiana juste après les meurtres. Oui, quelque chose de très malin. Cette image, bien que granuleuse de par la qualité de ses caméras, permettait de voir un suspect portant un bandana bleu et des gants avec des inscriptions distinctes dessus, ajoutant une piste importante à cette enquête. Les autorités locales ont fait appel au Naval Criminal Investigations Service, soit NCIS, en raison de leur expertise approfondie dans des affaires de ce type. Dès leur arrivée sur les lieux du crime, les enquêteurs du NCIS ont rapidement remarqué un détail étrange. Bien que de nombreux objets de valeur aient été dérobés, le sac de sport militaire de Yann, également appelé sac de mer, était resté sur place. Ce sac, en raison de sa nature et de sa valeur, était un objet extrêmement recherché. Et les détectives du NCIS ont rapidement réalisé que seules des personnes ayant une affinité avec le milieu militaire, comme les membres du personnel de la Marines, pouvaient laisser un tel bien derrière eux. Ceci a orienté leur enquêteur vers cette piste, en se demandant pourquoi quelqu'un d'extérieur à ce milieu ne l'aurait pas volé. Les enquêteurs locaux ont été d'accord avec cette hypothèse, et ils ont également noté que la carte bancaire de Kiana avait été utilisée dans un guichet automatique situé à seulement 500 mètres de la porte arrière de la base du corps des Marines de Camp Pendleton, un détail qui a renforcé leur suspicion à l'égard du personnel militaire. Alors que les détectives poursuivaient leur interrogatoire, un nom revenait constamment, celui du caporal Tyrone Miller, âgé de 20 ans, un marine qui travaillait sous les ordres de Yann. Tyrone avait clairement exprimé à plusieurs reprises qu'il n'appréciait pas du tout son supérieur, ce qui avait attiré l'attention de ses enquêteurs. Quelques jours après les meurtres, le nom de Tyrone est également apparu dans un autre contexte. Il avait été blessé par balle lors d'une fusillade survenue dans une salle de cinéma, juste avant les funérailles de Yann et Kiana. Bien que l'incident ait été initialement considéré comme une fusillade isolée, les enquêteurs ont rapidement compris que la blessure subie par Tyrone, si proche dans le temps des meurtres, ne pouvait être une simple coïncidence. Ceci a suscité encore plus de suspicions à son sujet, renforçant l'idée que Tyrone pourrait être impliqué dans le crime. Les policiers ont alors convoqué le jeune homme afin de faire un petit interrogatoire pour voir si jamais il savait quelque chose par rapport au meurtre du couple, espérant obtenir des réponses claires. Lors de cet interrogatoire, Tyrone a d'abord nié toute implication dans les meurtres. Il a expliqué que lui et Yann s'étaient disputés à plusieurs reprises au sujet de problèmes mineurs, notamment liés au travail, mais qu'il n'y avait aucune animosité personnelle entre eux. Selon lui, il se trouvait chez lui la nuit des meurtres. Néanmoins, après que les détectives lui aient fait part de la possibilité d'examiner ses enregistrements téléphoniques, Tyrone a modifié très rapidement sa version des faits. Il a admis qu'il avait peut-être traversé le quartier où vivait le couple, en compagnie de quelques amis, à la même heure que les meurtres. Une déclaration qui a aussitôt fait naître davantage de doutes chez les enquêteurs. Évidemment, ceci a marqué un tournant important dans l'enquête, en indiquant que Tyrone pouvait être bien plus impliqué qu'il ne l'avait initialement admis. Lorsque la police a demandé à ce dernier ce qu'il portait généralement lors de ces rencontres, sa réponse a suscité une grande surprise. Il a volontairement révélé que lorsqu'il traînait avec ses amis, il portait des bandanas bleus, une information qui correspondait exactement à ce que les enquêteurs avaient vu sur la vidéo de surveillance de guichet automatique.
De plus, il a mentionné qu'il possédait plusieurs types de chaussures, y compris des Nike Air Force One, ce qui a immédiatement attiré l'attention des détectives. Ces aveux ont suffi à fournir aux autorités des raisons probables de procéder à une perquisition de son domicile et un mandat a été rapidement délivré. Quelques heures plus tard seulement, la police est arrivée chez le jeune caporal de 20 ans, prête à fouiller son domicile. Cependant, à leur arrivée, ni Tyrone ni sa femme n'ont ouvert la porte, ce qui a suscité davantage de méfiance. L'équipe a alors décidé de forcer l'entrée. En pénétrant à l'intérieur, ils ont trouvé la femme de Tyrone dans une pièce, tandis que de l'autre côté de la maison, Tyrone se tenait dans une position inquiétante, tenant sa petite fille devant lui comme un bouclier humain. La police a immédiatement ordonné au jeune homme de poser l'enfant au sol, notant que, dans toute leur carrière, ils n'avaient jamais vu un marine ou même un civil utiliser son propre enfant de cette manière pour se protéger. Après un certain moment de tension, Tyrone a finalement abaissé l'enfant et la famille a été confinée dans une pièce pendant toute la fouille. À peine les enquêteurs avaient-ils commencé leur recherche que des preuves cruciales ont été rapidement découvertes. Par exemple, la carte bancaire volée de Kiana a été retrouvée posée directement sur une table. Plus loin, des bijoux volés appartenant au couple ont été retrouvés. Mais ce qui a vraiment choqué les enquêteurs, c'est la découverte de l'uniforme bleu de Ian suspendu dans le placard. Cet uniforme, emblématique pour les Marines, était un symbole de fierté militaire, et sa présence chez Tyrone en disait long. En continuant la fouille, la police a trouvé plusieurs armes de poing, dont l'arme du crime, ainsi qu'un sac contenant des bandanas bleus et des gants identiques à ceux visibles sur la vidéo de surveillance. De plus, des traces de l'ADN de Tyrone ont été retrouvées sur plusieurs objets, confirmant son implication directe dans le crime. L'enquête a pris un tour encore plus sombre lorsque des objets volés non liés à l'affaire Pirzak ont également été découverts chez Tyrone. Ceci a suggéré que le jeune homme pourrait avoir été impliqué dans d'autres cambriolages ou d'autres délits, une piste qui a étendu les investigations à des crimes précédents. Malgré les montagnes de preuves retrouvées à son domicile, Tyrone a insisté sur le fait qu'il n'était absolument pas impliqué dans les meurtres. Ce n'est qu'après environ 1 heure d'interrogatoire intensif qu'il a enfin commencé, peu à peu, à livrer ce que les enquêteurs attendaient de lui. Cependant, même là, il a tenté encore une fois de minimiser son rôle dans le crime, affirmant qu'il était allé chez Kiana et Ian dans l'intention simple de commettre un vol et non un meurtre. Finalement, avec la pression et les heures qui passaient, il a nommé 2 autres complices impliqués dans l'attaque. Le caporal Emrys John, âgé de 18 ans, et le soldat Kevin Cox, âgé de 20 ans, qui, comme Tyrone, travaillait sous les ordres de Ian. Mais ce n'est pas tout. Au fur et à mesure que l'interrogatoire progressait, il a mentionné l'existence d'un autre participant au crime, un jeune homme surnommé Psycho, ce qui a ouvert de nouvelles pistes pour l'enquête, promettant de dévoiler encore plus de secrets macabres. Le caporal de lance Kishon Six, surnommé Psycho, âgé de 21 ans, faisait partie du groupe de 4 suspects impliqués dans le meurtre brutal de Kiana et Ian Pirzak. Chacun de ces 4 hommes a été interrogé, et bien qu'ils aient tous admis leur participation à l'attaque, ils se sont tous mutuellement accusés de la fusillade, du viol et du meurtre, tout en se rejetant la responsabilité de l'idée de ce crime atroce. Néanmoins, grâce à leurs témoignages contradictoires, à des aveux faits à des amis et aux preuves découvertes dans les foyers de chaque suspect, la police a pu reconstruire les événements tragiques de cette nuit-là. Dans les premières heures du matin du 15 octobre, les 4 hommes, masqués par des bandanas bleus et munis de gants, se sont approchés de la maison des Pirzak. Leur intention était d'y pénétrer discrètement par effraction. Mais lorsque leur tentative a échoué, ils ont rapidement changé de tactique, en pensant que Ian pourrait être plus susceptible d'ouvrir la porte à une personne qu'il connaissait bien, à savoir Kevin Cox. Ce dernier a donc été envoyé frapper à la porte. Ian a ouvert et des échanges de paroles ont eu lieu entre lui et Tyrone. L'instant suivant, les 4 hommes ont forcé Ian sous la menace de leurs armes. Après une brève lutte, ils ont maîtrisé Ian, l'ont attaché et bâillonné, puis ont fait de même avec Kiana. Ils ont ensuite fouillé la maison, à la recherche d'objets de valeur et d'argent, mais ils n'ont rien trouvé.
Face à cet échec, ils ont torturé le couple jusqu'à ce qu'ils obtiennent le code de la carte bancaire de Kiana. Par la suite, ils ont contraint Yann à assister à une scène d'une violence inimaginable où Kishon et Tyrone ont violé et torturé sa femme à tour de rôle devant ses yeux et ce pendant des heures. Lorsque la torture a enfin pris fin, Tyrone a ordonné à Emery d'exécuter le couple, ce qu'il a fait sans aucune hésitation. Dans un dernier acte de brutalité, les meurtriers ont couvert les murs et les miroirs de la maison d'insultes raciales dans le but de semer la confusion et de détourner les soupçons. Ils ont également tenté de mettre le feu à la maison pour effacer les preuves, mais leurs efforts ont été vains. Leur seule et unique motivation, l'argent, et selon eux, une forme de vengeance. Ils s'attendaient à ce qu'il y ait des biens de valeur à voler, mais ce qui les animait aussi, c'était la rancune qu'ils avaient envers Yann. Selon leur dire, ce dernier aurait été responsable d'un blocage de promotion qui aurait empêché Tyrone de gravir les échelons militaires. Toutefois, cette accusation de vengeance n'a jamais été corroborée par des preuves concrètes. Ainsi, cette nuit-là, ce qui avait commencé comme un plan de vol s'est rapidement transformé en une tragédie sanglante, laissant derrière elle 2 vies brisées, des souvenirs douloureux et un quatuor de criminels motivés par la cupidité et la haine. Tyrone a été rapidement identifié comme étant le cerveau derrière ce crime atroce. En effet, il s'est avéré que les 4 Marines n'étaient pas de simples criminels occasionnels, mais qu'ils menaient depuis déjà un certain temps une vie secrète marquée par des invasions de domicile et des cambriolages réguliers. Le coup de feu accidentel qu'a baissé Tyrone et qui a finalement alerté la police sur son rôle dans cette affaire était le résultat d'une tentative de vol ratée menée par l'un des membres du groupe. Ce détail crucial a permis aux enquêteurs de lier les suspects au crime passé et de comprendre qu'ils n'agissaient pas de manière isolée. À ce moment-là, les autorités ont modifié leur analyse initiale des motivations du crime, concluant que les meurtres n'étaient pas du tout motivés par des considérations raciales, comme on pouvait le penser au début, en raison des insultes racistes trouvées sur les lieux du crime. Cette conclusion officielle contredisait néanmoins le sentiment général du public, notamment celui des proches de la victime et de certains enquêteurs, qui restaient malgré tout convaincus que les crimes avaient été commis en raison de la relation interraciale du couple. L'agent spécial Matt Timmons a souligné que tout dans cette affaire portait les marques de la préméditation, insistant sur le fait qu'on ne pouvait pas espérer voler quelqu'un que l'on connaissait sans se préparer à des conséquences violentes. Le couple a alors été enterré le 24 octobre et les familles ont pris la décision de les enterrer ensemble en mémoire de leur engagement à passer leur vie unie. Une cérémonie funéraire militaire a eu lieu, marquée par un salut de 21 coups de canon, et ils ont été inhumés côte à côte au cimetière national de Riverside. La mère de Yann a confié qu'elle s'était présentée à la possibilité de la mort de son fils en Irak, mais jamais à une fin aussi tragique dans la sécurité de leur propre maison. Le procès des 3 principaux accusés, Tyrone, Emrys et Kevin, a eu lieu en mars 2013, 5 ans après les meurtres. Les 4 accusés avaient déjà été renvoyés de manière déshonorante des Marines et ils étaient désormais confrontés à des peines de mort. Le procureur Daniel De Leon a souligné l'importance de rappeler au jury que ces hommes n'étaient clairement pas des criminels ordinaires, mais des membres du personnel militaire hautement formés, en précisant ceci. Ce n'étaient pas des Marines des États-Unis comme les autres. Chacun d'eux a été formé à l'utilisation des armes à feu et à mener des actions secrètes. Ils utilisaient toute cette formation pour les aider à commettre un meurtre. Les 4 hommes ont finalement été reconnus coupables de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, ainsi que des allégations spéciales liées au meurtre comme celui qui a eu lieu lors de la commission d'un vol. Emrys a été condamné comme le tireur. Tyrone a également été reconnu coupable d'agression sexuelle. Kishon a également été connu coupable d'agression sexuelle ainsi que de pénétration sexuelle avec un objet étranger. Tyrone, Emrys et Kishon ont été condamnés à mort. Quant à Kevin Cox, celui-ci purge actuellement sa peine d'emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle à la prison d'État de Chuckawalla Valley. Tyrone, Emrys et Kishon sont actuellement dans le couloir de la mort dans la prison d'État de Saint-Quentin en Californie. En 2019, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a ordonné un moratoire sur la peine de mort dans l'État. Donc, tant que ce moratoire reste en place, les 3 meurtriers condamnés, ainsi que tous les autres dans le couloir de la mort, resteront en prison.
Nous arrivons alors à la fin de cette affaire poignante, où le destin d'un couple amoureux a été tragiquement brisé par la violence et la trahison. Bien que justice ait été rendue, il reste une question qui persiste. Comment un groupe de jeunes hommes formés et censés protéger leur pays ont-ils pu en arriver à commettre un acte aussi horrible? Est-ce la culture militaire, l'amitié dévouée ou un autre facteur qui a conduit à ce crime impensable? Évidemment, j'ai hâte de connaître toutes vos réflexions concernant cette affaire dans les commentaires, mais également concernant la première affaire que je vous ai citée précédemment. J'espère en tout cas que ces deux affaires étaient inconnues pour vous, même si elles n'ont pas vraiment de lien entre elles, je les trouvais intéressantes à traiter. J'ai hâte en tout cas de vous lire dans les commentaires, et comme d'habitude, si jamais le contenu de notre chaîne vous plaît et que ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à mettre un petit like ou à vous abonner juste en dessous tout en activant la cloche des notifications afin d'être prévenu à chaque nouvelle sortie de vidéo. À l'été 1992, Angel Armstrong avait tout juste 17 ans. Elle était née et avait grandi dans la paisible banlieue de Mentor, située dans le comté de Lake, dans l'Ohio. C'était une ville moyenne où de nombreux adolescents partageaient des expériences assez similaires, notamment celle de fréquenter le lycée local, tout comme Angel. Connue pour son énergie débordante ainsi que son sourire éclatant, Angel était une jeune fille pétillante et sociable. Ses cheveux blonds dorés accentuaient son charme naturel. Ses amis, qui la décrivaient comme une personne bienveillante et enjouée, appréciaient particulièrement ses sorties spontanées en voiture, durant lesquelles elle chantait ses chansons préférées tout en sillonnant la ville. Sa voiture lui offrait une grande liberté de mouvement, lui permettant de profiter pleinement de son indépendance. L'un des lieux favoris de l'adolescente était le Great Lake Mall, un endroit très prisé des habitants de Mentor. Elle aimait y passer du temps pendant ses moments de détente, mais ce centre commercial ne se limitait pas à être un lieu de loisirs pour elle. Elle y avait également décroché un emploi à temps partiel dans un restaurant de hamburgers. Un vendredi en fin d'après-midi, Angel avait informé sa mère de ses plans pour la soirée. Elle avait prévu de se rendre au restaurant où elle travaillait afin de récupérer son chèque de paie, tout en profitant de l'occasion pour faire quelques courses. Cependant, le lendemain matin, elle n'était toujours pas rentrée à la maison. Sa mère, Jackie, n'avait pas été immédiatement inquiète. Angel avait l'habitude de passer la nuit chez des amis sans forcément les prévenir, et ce comportement ne l'étonnait pas du tout. Jackie n'était pas une mère particulièrement stricte, et les règles concernant les allées et venues de sa fille étaient assez souples. Angel, de nature indépendante, vivait sa jeunesse sans trop de contraintes. Son père, quant à lui, travaillait comme chauffeur routier sur de longues distances et était souvent absent, ce qui contribuait à l'absence de règles strictes dans leur foyer. Ce n'est que le dimanche que l'inquiétude s'est installée dans la famille. Ce jour-là, le frère aîné de l'adolescente avait décidé de faire un tour au Great Lake Mall pour quelques achats. En arrivant sur le parking, il avait été frappé par un détail troublant. Il avait reconnu la Honda Civic Claire modèle 81 qui appartenait à sa sœur. S'approchant de la voiture, il avait jeté un coup d'œil à l'intérieur. Ce qu'il avait vu n'avait fait qu'amplifier toutes ses craintes. Sur le siège, il avait remarqué le sac à main de sa sœur, ainsi que sa brosse à cheveux, abandonnée là, comme si elle avait brusquement disparu. Le frère de cette dernière, troublé par sa découverte, avait immédiatement alerté leur mère. Alors sans perdre de temps, Jackie était descendue au centre commercial afin de récupérer la voiture de sa fille. Malgré l'angoisse qui commençait à monter, elle se persuadait encore qu'Angel devait simplement passer du temps chez sa meilleure amie, Stacy. Alors afin de confirmer son intuition, elle avait tenté de joindre la maison de cette dernière à plusieurs reprises, mais malheureusement en vain. Personne ne répondait. Ce silence inhabituel avait fini par éveiller de sérieuses inquiétudes chez Jackie, et j'ai envie de dire, il était temps. Et résolue à agir, elle avait contacté la police pour signaler la disparition de sa fille. Bien que la dernière fois que quelqu'un ait vu Angel en vie remontait au 31 juillet, Jackie avait attendu jusqu'au 2 août avant de prendre cette décision. Lorsqu'on lui avait demandé pourquoi elle avait attendu autant de temps, elle avait expliqué qu'elle croyait qu'il fallait attendre 48 heures pour signaler une disparition. Ne trouvant aucun indice, Jackie s'était tournée une fois de plus vers Stacy, convaincue que si quelqu'un pouvait avoir des informations sur sa fille,
ce serait bien elle. En effet, les deux adolescentes étaient inséparables, partageant leurs journées et leurs secrets. Et si elles n'étaient pas ensemble, elles étaient en contact constant par téléphone. Toutefois, ce week-end précis, Stacy se trouvait chez sa sœur, occupée à cuisiner des petits biscuits. Quand Jackie avait finalement réussi à la joindre, Stacy était restée sans voix en apprenant la disparition d'Angèle. Elle n'avait ni vu ni entendu parler d'elle depuis déjà plusieurs jours. Cette révélation avait bien entendu bouleversé sa mère, qui s'était accrochée à l'idée que sa fille était simplement chez son amie depuis le vendredi après-midi. Face à la gravité de la situation, la police de Mentor avait rapidement déclenché une recherche d'envergure afin de retrouver l'adolescente. Larry Fisher, désigné comme détective principal concernant cette disparition, avait pris les choses en main. Sa première initiative avait été une fouille minutieuse de la Honda Civic d'Angèle, mais cette inspection n'avait révélé aucun signe de lutte ou d'acte malveillant. La voiture semblait même en parfait état, sans aucune trace de vol. Tout portait à croire que l'adolescente avait simplement quitté sa voiture de son plein gré. Néanmoins, ses proches étaient complètement déconcertés. Rien dans son comportement ne suggérait une envie soudaine de faire une fugue. Angèle était une jeune femme pleine de vie, aimée de tous et avec plusieurs projets qui étaient très clairs et précis pour son avenir, notamment celui de poursuivre ses études à l'université. Devant ce mystère, les enquêteurs avaient commencé à envisager la possibilité d'un enlèvement. Dans l'espoir de trouver des indices, ils avaient soigneusement relevé les empreintes digitales laissées dans la voiture d'Angèle. Le résultat s'était révélé frustrant. Bien que des dizaines d'empreintes aient été identifiées, toutes appartenaient à des membres de la famille ou alors à des amis proches. Ce constat, au lieu de clarifier la situation, avait ajouté une couche de complexité à l'enquête, rendant chacun d'entre eux potentiellement suspect. Le détective Larry Fisher avait commencé par examiner l'emploi du temps du père d'Angèle auprès de sa compagnie de camionnage. Les feuilles de répartition avaient confirmé que l'homme se trouvait à plusieurs États de l'Ohio au moment de la disparition de sa fille, ce qui avait bien entendu permis de l'écarter rapidement des suspects. Toutefois, l'enquête avait pris une tournure plus intrigante lorsque Jackie, la mère d'Angèle, avait refusé de se soumettre à un test polygraphique. Cette réaction plus qu'inattendue avait éveillé la curiosité des enquêteurs, et franchement, il y a de quoi. C'est étonnant de la part d'une mère inquiète pour son enfant de refuser de participer à ce genre de test qui, finalement, ne sert qu'à l'écarter de la piste des suspects afin de faire avancer cette dite enquête. De ce fait, les enquêteurs ont rapidement commencé à analyser son comportement de plus près. Plusieurs questions restaient en suspens. Pourquoi avait-elle attendu si longtemps pour signaler la disparition de sa fille? Et si elle pensait qu'Angèle avait été victime d'un acte criminel, pourquoi avait-elle déplacé sa voiture, risquant ainsi de compromettre des preuves éventuelles? Bien qu'ils aient trouvé son attitude suspecte, les policiers manquaient de preuves tangibles pour étayer leurs soupçons ou, du moins, pour la contraindre légalement à passer le test polygraphique. Cherchant des pistes concrètes, la police était alors tournée vers le dernier lieu connu où Angèle avait prévu de se rendre, le restaurant de hamburger où elle travaillait. À leur arrivée, les enquêteurs avaient découvert que l'adolescente ne s'était jamais présentée le soir de sa disparition. Son chèque de paie, qu'elle avait pourtant mentionné vouloir récupérer, était resté sur place. Cette révélation avait poussé les enquêteurs à interroger les collègues de cette dernière, dont certains avaient déjà des hypothèses troublantes sur ce qui aurait pu lui arriver. Ils avaient évoqué un ancien manager, un homme connu pour son comportement inapproprié envers les jeunes employés. Ce dernier, souvent présent lorsque les travailleux se changeaient pour enfiler leur uniforme, avait déjà été licencié pour harcèlement sexuel. Plusieurs incidents rapportés, incluant des attouchements inappropriés, avaient contribué à son renvoi. En creusant davantage, les enquêteurs avaient découvert que cet ancien manager avait un casier judiciaire pour des interactions déplacées avec des mineurs. Évidemment, ça en faisait un suspect idéal. Ses anciens collègues avaient également révélé qu'il semblait avoir une fixation particulière sur l'adolescente. Il lui accordait une attention excessive, malaisante, faisant des commentaires à connotation sexuelle et trouvait régulièrement des excuses pour se rapprocher d'elle dans la cuisine qui était plutôt exiguë. Et donc, malheureusement, c'était assez simple entre guillemets pour lui d'avoir des attouchements envers cette dernière. Cette obsession apparente avait rapidement placé cet homme au sommet de la liste des suspects. La police avait réussi à retrouver ce dernier afin de l'interroger.
Néanmoins, celui-ci, bien entendu, avait nié toute implication dans la disparition d'Angèle. Il avait affirmé ne pas l'avoir vue depuis leur période de travail ensemble et assuré qu'il ne se trouvait pas du tout près du Great Lake Mall le jour de sa disparition. Afin de renforcer son alibi, il avait même fourni ses feuilles de temps, prouvant qu'il travaillait ce jour-là dans une autre chaîne de restauration rapide. Malgré les preuves limitées, les enquêteurs n'avaient pas écarté la possibilité que la disparition d'Angèle soit liée à son lieu de travail. Ils avaient repris leurs interrogatoires, questionnant à nouveau les employés ainsi que le directeur de ce fameux restaurant. C'est à cette occasion qu'ils avaient découvert un secret qu'Angèle avait bien gardé pour elle, même vis-à-vis de sa famille. Il s'était avéré que l'adolescente avait en réalité été licenciée de son poste pour des retards répétés. Bien qu'elle ait dit à sa mère qu'elle allait chercher son chèque de paie, elle avait omis de mentionner que ce serait son dernier. Quoi qu'il en soit, en dehors de ce petit mensonge, si on peut appeler ça petit, après avoir soigneusement vérifié tous les alibis des employés et des personnes associées à son lieu de travail, la police avait fini par les disculper. Les enquêteurs se retrouvaient alors une fois de plus face à une impasse. Les proches d'Angèle étaient stupéfaits à l'idée que quelqu'un puisse vouloir lui faire du mal. Angèle était connue pour sa douceur, son esprit confiant et son absence d'inimitié. Cependant, cette confiance pourrait bien avoir été un facteur déterminant. Les enquêteurs avaient envisagé qu'une personne mal intentionnée ait pu tirer parti de sa nature amicale afin de l'attirer dans un piège. Dans la majorité des enquêtes criminelles, la dernière personne à avoir vu une victime vivante est souvent un suspect clé. Dans ce cas, cette personne était Stacy, la meilleure amie d'Angèle. La police avait donc décidé de l'interroger à nouveau, la considérant comme une personne d'intérêt. Une entrevue de plus de 4 heures avait suivi, durant laquelle Stacy s'était montrée particulièrement coopérative. Elle avait réaffirmé son alibi. Tout le week-end, elle était restée chez sa sœur à cuisiner. Mais au cours de cet échange, Stacy avait donné aux enquêteurs une piste importante. Elle avait mentionné un nom, Mark Sotka. Selon Stacy, Mark était un garçon de 19 ans, récemment diplômé avec mention de Mentor High. Angel avait toujours admiré Mark et nourrissait l'espoir d'avoir un jour une relation sérieuse avec le jeune homme. Cependant, seuls les amis les plus proches d'Angel étaient au courant qu'ils se fréquentaient cet été-là. Stacy avait ensuite révélé un secret encore plus bouleversant. Angèle était enceinte. Avant sa disparition, cette dernière avait confié à son amie qu'elle prévoyait d'annoncer la nouvelle à Mark. Elle espérait qu'il accepterait cette situation et qu'ils pourraient commencer ensemble une belle relation, commencer à élever un enfant ensemble et construire une vie de famille. Malheureusement, Mark semblait n'avoir jamais partagé les mêmes intentions que cette dernière. Inscrit à l'université d'Akron, il considérait apparemment leur relation comme une simple aventure estivale et n'avait montré aucun désir de s'engager sérieusement avec elle. Évidemment, cette révélation avait redirigé l'enquête vers Mark Sotka. Considéré désormais comme un suspect potentiel, il avait été immédiatement convoqué par la police afin d'avoir un interrogatoire approfondi. Au commissariat de police, Mark Sotka avait affiché une grande surprise en apprenant qu'il était considéré comme un suspect potentiel dans l'affaire de la disparition d'Angèle. Il avait fermement nié toute implication, rejetant même l'idée qu'ils aient été dans une relation sérieuse, encore moins qu'elle pourrait porter son enfant. Mark avait toutefois admis qu'ils avaient eu une aventure d'un soir, mais il avait affirmé ne pas l'avoir revue depuis plusieurs semaines. Selon ses dires, il entretenait une relation stable avec une autre jeune femme, et ce depuis déjà 2 ans. Ce vendredi soir-là, il avait affirmé avoir quitté son travail à 17h avant de se rendre au centre commercial afin d'acheter un cadeau pour sa petite amie. Ensuite, il avait retrouvé des amis pour une soirée pizza. La police avait alors entrepris de vérifier scrupuleusement cet alibi. Les enquêteurs avaient commencé par se rendre au concessionnaire automobile où Mark travaillait. Sa carte de pointage avait en effet confirmé ses heures de travail, corroborant ainsi ses déclarations. Ils avaient ensuite retracé son trajet jusqu'au magasin où il avait affirmé avoir fait son achat. Les relevés de caisse et les horaires semblaient en effet plausibles, laissant supposer qu'il aurait pu s'y rendre dans le temps qu'il avait indiqué. Enfin, ses amis avaient confirmé qu'il les avait rejoints à 21h pour une pizza suivie d'un film. Toutefois,
aucun témoin n'avait pu attester l'étape du centre commercial. Lorsque les enquêteurs avaient interrogé les employés des boutiques où Mark prétendait être entré, personne ne se souvenait l'avoir vu ce soir-là. Ce manque de confirmation avait évidemment ébranlé la crédibilité de son récit, poussant la police à explorer un petit peu plus cette piste. En réponse, Mark s'était montré coopératif et avait accepté de passer un test polygraphique, contrairement à la mère d'Angèle. À la grande surprise des enquêteurs, il avait réussi le test sans grande difficulté, prouvant qu'il ne mentait pas sur ses réponses. Enfin, je vous rappelle quand même qu'il faut rester un petit peu en retrait face à ces fameux détecteurs de mensonges, puisqu'ils ne sont clairement pas fiables à 100%. Quoi qu'il en soit, grâce à cette collaboration et à l'absence de preuves concrètes contre l'homme, Mark avait finalement été écarté comme suspect. La police était alors revenue sur ses premières hypothèses, envisageant la possibilité qu'Angèle ait été enlevée ou alors qu'elle ait volontairement quitté le domicile. L'adolescente savait que sa mère désapprouverait fermement un avortement. Peut-être avait-elle pris simplement la décision radicale de fuir pour gérer seule sa grossesse. Néanmoins, les enquêteurs se retrouvaient de nouveau dans une impasse. L'affaire semblait piétiner, jusqu'à ce que finalement un témoignage complètement inattendu est arrivé plusieurs semaines plus tard. Un prisonnier du centre de détention du comté de Lake avait fourni un renseignement plus qu'intrigant. Il avait affirmé qu'une prostituée, travaillant dans les rues de Cleveland, correspondait parfaitement à la description d'Angèle. Cette jeune femme, blonde, âgée d'environ 17 à 20 ans et dotée d'un sourire captivant, aurait été repérée marchant seule dans une rue. Et ce signalement troublant correspondait en tout point à Angèle Armstrong. Le détenu avait raconté avoir vu Angèle peu de temps avant son arrestation. Selon lui, la jeune femme aurait été recrutée par un homme connu sous le pseudonyme de Pimp Daddy, un proxénète bien connu des autorités locales. C'est alors que le détective Fisher, déterminé à suivre cette piste et finalement à suivre toutes les pistes qui pourraient mener à la jeune femme, avait rapidement pris contact avec la police de Cleveland. Ces derniers avaient confirmé l'existence de cet individu, qui dirigeait une opération de prostitution depuis un bâtiment de 2 étages situé à la périphérie de la ville. Les travailleurs de Pimp Daddy étaient un mélange de jeunes fugueurs, d'errants et d'adolescents en difficulté, souvent forcés au silence par des menaces. Les enquêteurs savaient que si jamais Angèle était réellement l'une de ces prostituées, qu'ils n'auraient qu'une seule chance de réussir à la secourir, et ils avaient décidé d'organiser une descente au moment où le lieu serait le plus actif, un vendredi soir. Un mandat de perquisition avait été rapidement obtenu, et le raid avait été mené avec succès. Parmi les personnes présentes, les enquêteurs avaient identifié une jeune femme affirmant s'appeler Angèle. Cependant, elle avait refusé de répondre à leurs questions, et rien ne permettait de confirmer qu'il s'agissait bien d'Angèle Armstrong. L'étape suivante était alors de demander à Jackie, la mère de cette dernière, de venir à Cleveland pour identifier cette jeune femme. La mère, rongée par l'angoisse, s'était préparée au pire. En arrivant sur place, elle avait immédiatement su que cette jeune femme n'était malheureusement pas sa fille. Malgré cette fausse piste, l'intervention avait eu un impact positif. La police avait réussi à retrouver la famille de cette autre jeune femme et à la renvoyer chez elle, la sauvant ainsi d'un environnement dangereux marqué par le crime, la drogue et la prostitution. Pour Jackie, cependant, cette issue avait été un nouveau coup dur. Ne perdant pas espoir, elle avait ouvert les portes de sa maison aux chaînes d'information locales. Dans l'espoir de mobiliser le public, elle avait partagé des photos de sa fille et imploré toute personne disposant d'informations de se manifester. L'histoire de la disparition d'Angèle avait rapidement gagné en visibilité, devenant un sujet de discussion dans tout Mentor et les environs. Les amis de cette dernière s'étaient tous mobilisés, imprimant et distribuant des milliers de prospectus dans la communauté. Pendant ce temps, les habitants avaient uni toutes leurs forces, sollicitant entreprises, organismes de bienfaisance et associations locales afin de constituer une cagnotte et ainsi avoir une récompense de 10 000 $ en échange d'informations menant à son retour. En l'espace de quelques semaines, le service de police de Mentor avait reçu des milliers de signalements. Les enquêteurs, submergés par cette avalanche d'informations, avaient travaillé sans relâche pour examiner chaque piste. Mais là encore, malgré tous ces efforts, aucune preuve tangible n'avait permis de localiser l'adolescente. Face à l'impuissance des autorités,
Les Ormston avaient décidé d'engager un détective privé. La famille espérait que cette initiative donnerait un nouveau souffle à l'enquête. Malheureusement, même avec cette aide supplémentaire, les résultats n'avaient pas été au rendez-vous. La disparition d'Angèle restait un réel mystère, alimentant désespoir et inquiétude au sein de sa famille, mais également au sein de la communauté. Angèle avait maintenant disparu depuis plus de 3 mois. Alors que les jours s'étaient transformés en semaines, puis en mois, son cas semblait destiné à devenir une affaire classée. Malgré tout, sa mère, Jackie, refusait de perdre espoir. Persuadée que cette dernière était encore en vie, elle avait laissé un message sur le répondeur familial dans l'éventualité où sa fille tenterait un jour de téléphoner. Chaque jour, elle attendait un signe, un appel, quelque chose qui pourrait la rapprocher de la vérité. Au fil du temps, la frustration avait grandi, non seulement au sein de la famille et des amis d'Angèle, mais aussi dans toute la ville de Mentor. Beaucoup reprochaient à la police l'absence de progrès dans l'enquête. Pourtant, une personne en particulier semblait manifestement plus agacée que les autres, un comportement qui avait fini par attirer l'attention des enquêteurs. Cet homme, fiancé à une amie proche d'Angèle, s'était montré excessivement désireux de participer à l'enquête. Bien qu'il n'ait eu qu'une connaissance superficielle finalement de la jeune femme, il avait multiplié les interventions, n'hésitant pas à partager ses petites théories avec la police et même avec les médias locaux. Son attitude intrusive et son besoin apparent d'attention avaient éveillé les soupçons des enquêteurs. Âgé de 29 ans, soit 11 ans de plus que sa fiancée, l'homme correspondait à un profil qui méritait d'être examiné de plus près. Les enquêteurs avaient envisagé plusieurs hypothèses. Peut-être avait-il fait des avances à Angèle qui les aurait rejetées et aurait-il agi par vengeance? Ou bien avait-il eu une relation avec elle et craignait-il qu'elle ne le révèle à sa fiancée? Quoi qu'il en soit, lorsque la police l'avait interrogé, l'homme avait affirmé qu'il travaillait dans un magasin de chaussures au centre commercial le jour de la disparition d'Angèle. Son alibi semblait solide, mais des failles potentielles laissaient penser qu'il aurait pu, pourquoi pas, commettre un acte criminel juste après son service. Volontairement coopératif, il avait autorisé les enquêteurs à fouiller sa voiture. Néanmoins, aucune preuve incriminante n'avait été découverte. Et finalement, la police avait conclu qu'il n'était qu'un fouineur en quête d'attention, sans lien apparent avec la disparition d'Angèle. Une nouvelle fois, l'enquête s'était retrouvée dans une impasse. Le 15 décembre 1992, près de 4 mois après la disparition d'Angèle, une découverte tragique allait mettre un terme définitif à sa recherche. Ce jour-là, un habitant local était parti à la chasse avec son chien, et alors qu'il explorait les bois, l'animal s'était soudainement mis à suivre une odeur particulière, l'amenant à un fossé de drainage. Là, le chasseur avait remarqué une grande forme enveloppée dans un drap, solidement attachée avec une corde. Pris de panique, il s'était approché pour examiner le contenu du drap. En le repoussant légèrement, il avait découvert une vision macabre. Une main humaine dépassait de l'étoffe. Horrifié, il avait bien entendu immédiatement alerter les autorités. Lorsque les enquêteurs avaient récupéré le corps, ils avaient constaté qu'il était dans un état avancé de décomposition, ayant reposé contre terre pendant plusieurs mois, soit approximativement depuis la disparition d'Angèle. Le cadavre avait été solidement lié à l'aide de rubans adhésifs verts et d'une vieille corde à linge. Bien qu'il fût impossible de l'identifier visuellement en raison de l'état du corps, tout le monde, au fond de lui, savait déjà qu'il s'agissait d'Angèle Ormston. L'équipe médico-légale s'était immédiatement mise au travail, examinant les restes et fouillant le sol environnant à la recherche de preuves susceptibles de révéler l'identité de son assassin. Pour la famille ainsi que pour la communauté, le temps de l'espoir s'était transformé en quête de justice. Le 16 décembre, le coroner a confirmé l'identité des restes retrouvés grâce au dossier dentaire, et il s'agissait, sans surprise, bel et bien d'Angèle Ormston. La nouvelle a rapidement bouleversé toute la communauté de Mentor, où l'espoir de retrouver l'adolescente vivante s'était complètement effondré, laissant place à la consternation mais également à la colère. L'autopsie a révélé des détails macabres sur ces derniers instants. L'adolescente avait subi un traumatisme sévère à la tête causé par un objet contondant, mais la cause directe de son décès était 2 coups de couteau infligés avec une grande force dans la poitrine. Ces blessures témoignaient d'une violence extrême, probablement dictée par une colère complètement incontrôlable.
Malgré l'horreur de cette découverte, la police disposait désormais de preuves physiques précieuses qui pourraient les mener au coupable. Lors de l'examen du corps, des fibres bleues provenant d'un tapis avaient été trouvées collées au ruban adhésif utilisé pour attacher Angèle. Ces fibres étaient évidemment une pièce clé, et les enquêteurs se sont mis à rechercher un tapis correspondant parmi toutes les maisons liées à Angèle, y compris celle de sa famille et de ses connaissances. L'une des propriétés identifiées appartenait aux parents de Mark Sotka, le fameux jeune homme que la victime avait fréquenté l'été précédent. Bien que la maison fût vide au moment du meurtre, car mise en vente, des témoins avaient rapporté avoir vu Mark y entrer à plusieurs reprises. À cette époque, seul lui et sa mère possédaient les clés de la maison. Lorsque la police s'est rendue sur place, elle a appris que la maison avait été récemment vendue. Heureusement, avec l'accord des nouveaux propriétaires, une perquisition a pu être effectuée. À l'intérieur, la maison avait été entièrement rénovée. Pas de chance. Quoique, sauf 2 pièces, dont notamment le sous-sol. Et en descendant les escaliers menant à ce fameux sous-sol, les enquêteurs ont remarqué immédiatement des fragments de tapis bleus sur les marches. Des échantillons ont été collectés et envoyés au laboratoire pour analyse. Dans la buanderie attenante, une corde à linge semblait avoir été particulièrement coupée, ce qui a attiré également leur attention. Les analyses effectuées ont confirmé que les fibres de tapis correspondaient parfaitement à celles retrouvées sur Angèle. De plus, la corde à linge correspondait à celle utilisée pour attacher son corps. Poussant les investigations plus loin, les enquêteurs ont découvert des traces de sang microscopiques sur le tapis, les murs ainsi que les escaliers du sous-sol. Une empreinte de pouce ensanglantée a également été relevée, rendant la scène encore plus accablante. Le lendemain, soit 5 mois après la disparition de la jeune femme, Mark Sotka a été arrêté pour meurtre. Face à la police, Mark adoptait une attitude plutôt provocante, refusant cette fois-ci de coopérer et affirmant que les preuves contre lui n'étaient clairement pas suffisantes. Mais l'enquête ne s'est pas arrêtée là. En fouillant sa voiture, les détectives ont découvert qu'il avait tenté de nettoyer l'intérieur, mais le travail avait été fait de manière bâclée. Des traces de sang étaient encore présentes dans le coffre, et un rouleau de ruban adhésif vert, identique à celui utilisé pour ligoter Angèle, se trouvait toujours dans le véhicule. Confronté à cette montagne de preuves physiques, Mark a fini par craquer. Interrogé par le détective Fisher, il a reconnu, finalement, avoir commis ce qu'il a qualifié de bêtise. Lorsqu'on lui a demandé de préciser, il a avoué « J'ai tué Angèle ». Dans une confession glaçante, Mark a expliqué qu'il avait invité Angèle dans la maison vide avec l'intention d'avoir des relations sexuelles. Cependant, au cours de leur interaction, Angèle lui a révélé qu'elle était enceinte, mais surtout que c'était lui le père. Cette annonce a déclenché une colère complètement incontrôlable chez Mark. Il avait exigé qu'Angèle avorte, mais celle-ci avait fermement refusé. Furieux, Mark a avoué l'avoir frappée à plusieurs reprises, ce qui a provoqué sa chute. Dans un accès de rage, il s'est précipité dans le garage, s'est emparé d'un couteau, est revenu dans la pièce et l'a poignardé à 2 reprises, mettant fin à ses jours. Mark Sotka a expliqué en détail les terribles actes qu'il avait commis après avoir tué Angèle Armstrong. Dans sa confession glaçante, il a admis avoir enveloppé le corps sans vie d'Angèle dans un drap, puis utilisé une corde à linge pour attacher ses jambes et faciliter son déplacement. Il l'a traîné dans les escaliers, a chargé son corps dans le coffre de sa voiture, puis a pris la route vers une zone boisée où il a abandonné son corps dans une tombe peu profonde. Après ça, Mark est retourné à la maison vide et a entrepris de nettoyer les traces du crime. Après son nettoyage terminé, il s'est rendu comme si de rien n'était à son rendez-vous soirée pizza avec des amis. Là, il a passé la soirée à partager une fameuse pizza au pepperoni, à rire et à plaisanter, tout en sachant que Angèle gisait complètement abandonnée dans les bois à quelques kilomètres de là. À la suite de ses aveux, Mark Sotka a immédiatement été accusé de meurtre aggravé, mais également d'enlèvement. Cette inculpation a apporté un soulagement immense à la famille et aux proches de la jeune femme qui attendaient désespérément justice, et ce, depuis déjà 5 mois. Dans le cadre de l'enquête, Mark a conduit les enquêteurs à l'endroit où il avait jeté les clés de la voiture d'Angèle au bord d'une route. Il leur a également montré un site isolé
où il avait prétendument jeté le couteau utilisé pour commettre le meurtre. Malheureusement, malgré des recherches intensives, l'arme n'a jamais été retrouvée. Le mobile de Mark était devenu évident au fil des interrogatoires. Il voyait Angèle et sa grossesse comme un obstacle à son avenir. Non seulement il n'éprouvait absolument aucun sentiment pour elle, mais il craignait également de devoir subvenir aux besoins d'un enfant non désiré. Dans son esprit, se débarrasser d'Angèle était une solution brutale mais pratique à ses yeux dépourvue de conscience. En février 1993, afin d'échapper à une peine de mort, Mark a plaidé coupable de meurtre aggravé et d'enlèvement. Cette stratégie juridique lui a permis d'échapper à la peine capitale, mais il a été condamné à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans de prison. Pendant son procès, et même après sa condamnation, Mark Sotka n'a montré absolument aucun remords. Son absence totale de conscience et d'empathie a expliqué probablement pourquoi il avait réussi à tromper le test de polygraphe durant l'enquête initiale. Cependant, en vertu d'une ancienne loi de l'Ohio, Mark est devenu éligible à la première audience de libération conditionnelle après avoir purgé seulement 2/3 de sa peine maximale, soit 20 ans de prison. En dépit de cette audience, la famille ainsi que les amis d'Angèle se sont farouchement mobilisés pour s'assurer qu'il reste derrière les barreaux. Leur combat a heureusement été couronné de succès et Mark a vu refuser sa libération. En juillet 2023, après avoir purgé les 30 années initialement requises, il a obtenu une nouvelle audience pour une éventuelle libération conditionnelle. Et une fois encore, la famille d'Angèle s'est battue avec acharnement, refusant de laisser la mémoire de cette dernière sombrer dans l'oubli ou de permettre à son meurtrier de retrouver la liberté. En novembre 2024, il semble que la mobilisation ait porté ses fruits, car le statut de Mark Sotka au département de réadaptation de l'Ohio est resté inchangé. Il demeure incarcéré. Pour la famille d'Angèle, cette décision représente une victoire symbolique et une mesure essentielle pour préserver leur dignité et honorer la mémoire d'une jeune femme arrachée à la vie bien trop tôt. L'affaire d'Angèle Hawthorne nous rappelle à quel point la vérité peut être enfuie sous des couches de mensonges et de secrets, mais aussi à quel point certains crimes laissent des cicatrices indélébiles dans les vies des victimes et de leurs proches. Mark Sotka purge maintenant une peine de prison, mais la douleur laissée par son acte restera à jamais dans les cœurs de ceux qui ont aimé la jeune femme. Alors, peut-on vraiment trouver la paix après un tel traumatisme? Et la justice est-elle toujours suffisante pour réparer les vies brisées? Bien entendu, et heureusement, je n'ai aucun proche qui a un jour connu un tel drame, de s'être fait brutalement assassiner par une autre personne, mais je pense sincèrement que malgré toutes les années de prison que cette personne pourrait se prendre après avoir commis cet acte, je pense que évidemment ça ne réparerait jamais le mal qui aurait été causé, et à mon sens, bien que cela nous apporte une certaine forme de soulagement de savoir que cette personne a été arrêtée et mise derrière les barreaux, ça ne fait que mettre un petit pansement sur une plaie béante qui restera à jamais ouverte. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire dans les commentaires. Né en octobre 1975 à Baton Rouge, en Louisiane, non loin des rives majestueuses du Mississippi, Chiquita Tate n'avait pas eu les débuts les plus prometteurs qui soient. Son enfance s'était déroulée dans un environnement difficile, marqué par le manque et tous les défis quotidiens qui vont avec. Élevée dans un quartier plutôt modeste, où les maisons étaient alignées tout le long des rues étroites, elle avait grandi sous la garde bienveillante mais stricte de sa grand-mère. Entourée de ses 6 frères et sœurs, elle avait appris très tôt dans la vie les valeurs de la persévérance et de la détermination. Sa jeunesse, bien que marquée par des difficultés financières, avait été forgée par sa volonté de s'en sortir et de bâtir un avenir différent, bien loin de là où elle est issue. Animée d'un fort désir de réussite, Chiquita avait pris ses études très au sérieux. Malgré les embûches qu'il pouvait y avoir sur son chemin, elle s'était démarquée par sa persévérance et son goût pour la compétition, qualité qui l'avait amenée à devenir la première de toute sa famille à fréquenter l'université. Elle avait alors quitté Baton Rouge pour intégrer l'université Clark Atlanta, où elle avait décroché un diplôme en anglais.
Sa fascination pour le système judiciaire la suivait depuis toujours, au point qu'elle arborait un tatouage de Lady Justice, symbole de son attachement à la fameuse justice et de sa détermination à défendre ce qui lui semblait juste. Munie de son diplôme, elle avait alors postulé au Southern University Law Center et avait, fort heureusement pour elle, été acceptée. Sa passion ainsi que son travail acharné lui avaient permis de réussir l'examen du barreau dès le premier essai. En octobre 2004, elle avait prêté serment comme avocate en Louisiane et dès janvier 2005, elle avait fondé son propre cabinet, se distinguant rapidement dans le domaine de la défense pénale. Fidèle à ses racines et à sa famille, elle avait engagé sa sœur, Danita, en tant qu'assistante, renforçant ainsi les liens familiaux tout en poursuivant son ascension. Et quelle ascension, je vous rappelle qu'elle est issue d'un milieu pauvre, ouvrier. Personne avant elle dans sa famille n'avait fait d'études supérieures et la voilà maintenant avocate avec son propre cabinet. C'est quand même une belle réussite et une belle ascension sociale. Alors que sa carrière progressait de manière fulgurante, sa vie personnelle n'avait pas tardé à suivre. Lors de l'année 2008, durant une soirée, elle avait rencontré Greg Harris, un entrepreneur au sourire charmeur. Leur rencontre s'était faite de manière singulière, lors d'une altercation en voiture où, à bord de leurs véhicules respectifs, elle dans sa Mercedes et lui dans sa Corvette, Greg avait coupé la route juste devant elle. Furieuse, elle avait klaxonné avec insistance, mais lorsqu'il s'était arrêté à un feu rouge, il lui avait lancé un sourire malicieux. Ce moment marquant avait été le début de leur folle histoire d'amour. Et quel début qui pourtant pourrait dès le départ sembler chaotique. Ensemble, ils avaient organisé un mariage intime la même année, entourés de leurs proches et avaient vécu des jours heureux. La carrière de Chiquita, à côté de ça, s'était elle aussi complètement envolée. Elle s'était taillée une réputation en acceptant des affaires difficiles et controversées. Chiquita était devenue l'avocate des cas complexes, représentant souvent des accusés de crimes graves tels que des meurtriers présumés, des trafiquants de drogue et des membres de gangs. Sa personnalité flamboyante et son aisance avec les médias la rendaient d'autant plus populaire. Elle se plaisait à affronter les caméras des journalistes devant le palais de justice, savourant chaque instant passé sous les projecteurs, motivée par l'adrénaline du défi et la rigueur de la salle d'audience. Ses collègues la décrivaient comme une femme à l'esprit libre, confiante, oscillant entre tenue professionnelle et look audacieux selon ses humeurs. Qu'importe sa tenue, elle maîtrisait l'art de la plaidoirie et possédait une assurance inébranlable dans la salle d'audience. Son caractère, bien que brillant et énergique, présentait aussi des contradictions. Elle était capable de se montrer fougueuse un jour et plus tempérée le lendemain. Sa sœur avait d'ailleurs confié à Deadline NBC que Chiquita la licenciait parfois en fin de semaine, seulement pour l'appeler le soir même en lui disant « à demain matin ». Un comportement plutôt révélateur de son tempérament passionné, où s'entremêlaient fermeté et affection, particulièrement envers sa famille. Cependant, la vie de Chiquita comportait aussi un côté sombre. La nuit où cette dernière fut malheureusement assassinée, elle travaillait tard sur une affaire très médiatisée. Elle défendait les frères Denaco et Darius Duhart, accusés d'avoir brûlé vif un homme nommé Jason Fourmi en 2007. Ses frères étaient redoutés à bâton rouge, mais cette dernière ne s'était jamais laissée intimider et les avait pris comme clients. Tôt le lendemain matin, les médias avaient diffusé la nouvelle. Chiquita était décédée et son visage apparaissait déjà sur tous les écrans. Son meurtre secouait complètement la ville, laissant planer un mystère sombre et troublant. Avec les nombreux clients plutôt douteux, faut dire ce qui est, qu'elle avait défendu tout au long de sa carrière, il aurait été facile de supposer qu'un de ses anciens clients ou quelqu'un lié à leur monde criminel était impliqué dans son meurtre. Mais les apparences pouvaient être trompeuses, et ceux qui pensaient connaître le coupable allaient peut-être être surpris par la réalité de l'enquête. Greg Harris, son mari, savait que Chiquita avait travaillé tard ce soir-là. Toutefois, son inquiétude grandissait lorsqu'elle ne répondait plus à ses appels. Plus l'heure avançait, plus son angoisse se faisait sentir. À l'aube, l'inquiétude l'avait finalement poussé à se rendre directement au bureau de son épouse. Sur place, il avait repéré la voiture de cette dernière garée devant
comme à son habitude. Mais ça ne faisait qu'augmenter son malaise. Pourquoi n'avait-elle pas répondu à ses appels si elle était bien au bureau? Le bâtiment étant verrouillé, Greg s'était trouvé dans l'impossibilité d'entrer dans ce dernier. Ne sachant que faire, il avait alors décidé d'appeler le 911. Au moment où il a raccroché, il avait aperçu une voiture de patrouille passer dans la rue et avait signalé l'officier, espérant une aide immédiate. Il avait également appelé Danita, la sœur de Chiquita, pour la prévenir de la situation plus qu'inquiétante. Peu de temps après l'arrivée de l'officier sur place, celui-ci est entré dans le bureau de Chiquita et a immédiatement compris l'ampleur de la situation. Il était en présence d'une scène de crime macabre qui nécessitait toute son attention et l'aide de Greg. À l'extérieur, la famille de Chiquita, rapidement mise au courant, avait commencé à se rassembler près de l'entrée du bâtiment. Danita, tentant d'entrer, avait été stoppée par la police, et c'est alors qu'elle avait réalisé, horrifiée, que sa sœur était morte. Quant à Greg, il était dans un état d'hystérie si intense que les policiers avaient dû le placer à l'arrière de la voiture de patrouille pour tenter de le calmer, ce qui leur permettrait d'agir rapidement dans l'enquête. Greg avait raconté aux policiers que Chiquita l'avait appelé aux alentours de 19h la veille et lui avait demandé de lui apporter de quoi manger. En réponse, il s'était rendu au McDonald's le plus proche, à environ 25 minutes de leur domicile, et lui avait apporté son repas. Ils avaient pris le temps de manger ensemble au bureau de cette dernière, partageant alors un moment de calme dans une journée bien chargée, avec, vous le savez, la soirée qui allait l'être d'autant plus. Par la suite, il avait effectué quelques courses pour elle, notamment en allant récupérer des documents et de l'argent pour l'un de ses clients à l'accueil du bâtiment. Vers 20h30, Chiquita n'avait toujours pas terminé son travail, alors il avait pris la décision de rentrer chez lui, seul, laissant sa femme poursuivre ses tâches sans se douter qu'il ne la reverrait plus jamais vivante. La scène que les détectives avaient découverte au bureau de Chiquita était terrifiante. La jeune femme gisait sur le sol, un livre de droit serré entre ses mains et des papiers éparpillés tout autour. Son corps présentait des blessures profondes et nombreuses. Elle avait été poignardée 43 fois. La position de ses bras montrait qu'elle avait tenté de se défendre, luttant avec toute sa force contre son agresseur. Le plus dérangeant était que l'assaillant avait continué à la poignarder même après sa mort, révélant alors une violence d'une intensité déconcertante. L'affaire s'annonçait complexe et troublante, laissant la famille de cette dernière en proie à la douleur ainsi qu'aux questions et les enquêteurs devant un mystère aussi profond qu'horrifique. Les indices semblaient bien minces. Il n'y avait pas d'arme du crime retrouvée sur les lieux, aucune empreinte de pas dans le bureau ni d'empreinte digitale exploitable. Le tueur avait littéralement disparu sans laisser de traces derrière lui. De plus, rien ne semblait avoir été volé. Chiquita portait encore ses bijoux onéreux, comme sa montre et ses boucles d'oreilles. Ainsi, le vol ne semblait pas du tout être le motif de ce meurtre brutal. Mais en examinant de plus près, les enquêteurs de la scène de crime avaient noté une absence. Le portefeuille de Chiquita manquait de son sac. Cette découverte avait évidemment éveillé leur curiosité, tout comme un détail frappant trouvé dans sa main gauche, une poignée de cheveux, précisément 91 mèches. Cette découverte avait aussitôt suscité des interrogations chez les enquêteurs. Ces cheveux provenaient-ils de l'agresseur? Étaient-ils longs parce que le meurtrier était une femme, ou simplement puisque le meurtrier était un homme avec des cheveux longs? La liste des suspects potentiels était extrêmement vaste. Chiquita avait bâti sa carrière en défendant des criminels, et certains de ses clients pouvaient nourrir des rancunes assez profondes. Pourtant, sa famille n'arrivait pas à croire que quelqu'un aurait voulu lui faire du mal. Elle était, selon eux, aimée de tous. Néanmoins, la violence avec laquelle elle avait été tuée montrait, au contraire, une rage froide et calculée, difficilement attribuable à quelqu'un qui aurait eu de l'affection pour elle. En même temps, le fait qu'elle ait été poignardée, une méthode de meurtre intime et impliquant un contact direct, laissait penser à un acte de grande émotion. Le procureur en charge de l'affaire, Prim Burns, avait décrit la scène avec un mélange de tristesse et de consternation. Ce n'était pas juste un acte impulsif où elle aurait été poignardée 3 ou 4 fois. Il y avait plus de 40 blessures sur son corps,
Son visage avait été lacéré à plusieurs reprises, comme si quelqu'un avait voulu la défigurer intentionnellement. Cette brutalité laissait entendre une motivation profondément personnelle, un désir de causer de la douleur au-delà de la mort elle-même. Comme on en a souvent parlé sur cette chaîne et au fur et à mesure des affaires que nous avons pu traiter, il est quand même assez connu que la plupart du temps, lorsque l'on s'acharne sur la victime, bon, hormis les grands psychopathes évidemment, c'est généralement quand on a un affect avec la personne, qu'on la connaît, qu'on a un passé avec cette dernière. Tu ne vas pas t'acharner brutalement sur quelqu'un que tu ne connais pas. Les détectives espéraient que les caméras surveillance extérieures les aideraient à obtenir des réponses, révélant peut-être qui était entré dans le bâtiment après le départ de Greg. Malheureusement, ils allaient vite se heurter à un obstacle de taille. La caméra juste à l'extérieur du cabinet de Chiquita avait été endommagée lors d'une récente tempête et ne fonctionnait plus. Ils n'avaient donc, malheureusement, aucune image directe de cette nuit tragique, rendant l'enquête encore plus complexe. Malgré tout, les enquêteurs n'étaient pas encore à court d'options. Les techniciens de la scène du crime avaient procédé à des prélèvements sur les ongles de Chiquita, espérant qu'elle ait pu, dans sa bataille contre son agresseur, griffer ce dernier et ainsi recueillir de l'ADN. La touffe de cheveux trouvée dans sa main demeurait également un indice potentiel. Dans une lutte, tirer les cheveux implique une force qui pourrait arracher des follicules capillaires contenant de l'ADN. Mais lorsque les résultats de laboratoire sont arrivés, la déception était palpable. Aucun follicule racinaire n'avait été retrouvé sur les 91 mèches de cheveux, ce qui indiquait que les cheveux provenaient probablement d'une perruque ou d'un tissage. Cette découverte n'apportait pas les réponses escomptées, mais elle orientait l'enquête dans une nouvelle direction. Il était probable que l'assassin, ou du moins l'indice capillaire, soit associé à une femme. La théorie voulant que Chiquita ait arraché le tissage du tueur durant la lutte devenait plausible, bien que certains détectives demeurent sceptiques face à cette hypothèse, la violence de l'attaque leur laissant penser que le profil du meurtrier pourrait ne pas correspondre. Pour eux, ce type de crime ne correspond absolument pas à une femme, mais plus à un homme. Il est quand même connu que majoritairement, les femmes, lorsqu'elles sont des assassins, vont bien souvent utiliser des méthodes telles que l'empoisonnement. Mais, encore une fois, il existe totalement des femmes meurtrières qui vont poignarder leurs victimes. On ne parle là que de généralité. À mesure que les pistes se multipliaient, un nouvel indice inattendu a fait surface. Une femme circulant dans un quartier de Bâton Rouge, réputé pour son taux de criminalité élevé, sur Garter Lane, avait découvert un portefeuille. Celui-ci appartenait à Chiquita Tate. En outre, cette femme connaissait très bien Chiquita. Elle l'avait rencontrée lorsqu'elle avait donné un discours inspirant à l'école de sa fille, une rencontre qui l'avait profondément marquée. Cette connexion ajoutait un élément émotionnel à la découverte, mais elle laissait également entrevoir des pistes supplémentaires pour les enquêteurs. La pression était immense. Non seulement la famille de Chiquita était plus que bouleversée, mais l'ensemble du système judiciaire de Bâton Rouge, dont elle était une figure respectée et emblématique, était ébranlé par cette perte tragique. Pour eux, il était vital que justice soit rendue et que le coupable soit arrêté. Néanmoins, entre l'absence de caméras fonctionnelles et les indices capillaires sans ADN, les enquêteurs étaient confrontés à un défi de taille. Alors que l'enquête avançait, les détectives se retrouvaient avec davantage de questions que de réponses. En effet, le fait que les bijoux de Chiquita soient restés sur elle laissait penser que le vol n'était pas le mobile de l'agression. Et ça semblait être confirmé maintenant que son portefeuille avait été retrouvé avec tout son contenu, argent, cartes et pièces d'identité. La zone de Garter Lane, où le portefeuille avait été trouvé, était, comme je vous l'ai dit, réputée pour son taux élevé de criminalité. Alors, selon les détectives, à ce moment de l'enquête, le tueur avait probablement planifié chaque détail de manière méticuleuse. En abandonnant le portefeuille Gucci dans un quartier à risque, rempli de cartes de crédit et d'argent, il avait probablement espéré que quelqu'un le trouverait, l'utiliserait et deviendrait un suspect idéal, pouvant facilement être incriminé de ce meurtre. En effet, qui pourrait croire un individu suspect trouvé avec le portefeuille d'une avocate assassinée? De plus,
Et il y avait une ironie perverse dans le choix de cet endroit pour semer le trouble. Garter Lane était justement un lieu de fréquentation des frères Duert, les clients controversés de Chiquita. Ce choix intelligent renforçait l'idée d'une ruse intentionnelle de la part de l'assassin, visant à détourner l'attention des véritables motivations de ce crime. Pour les enquêteurs, il devenait évident que le meurtrier n'était clairement pas un amateur. Il ou elle avait su quitter le bâtiment sans laisser la moindre trace malgré la nature violente de l'attaque, avec du sang un petit peu partout, et avait ensuite placé un indice trompeur. Ce profil esquissait celui d'une personne méthodique, froide et dotée d'une présence d'esprit inébranlable. La possibilité d'un meurtre commandité, une exécution planifiée et professionnelle, prenait de plus en plus d'ampleur. Les détectives ont alors commencé à se concentrer sur les clients de Chiquita. Deux noms en particulier attiraient leur attention. Ces hommes, accusés d'avoir tué un homme et son fils adolescent, avaient des liens avec des affaires complexes et sensibles. Mais l'un d'entre eux était incarcéré et de nombreux autres clients de Chiquita avaient aussi des alibis solides. Peu à peu, la liste des suspects se réduisait, tel un entonnoir, ne laissant qu'une poignée de clients potentiellement capables d'avoir commis ce meurtre. Les détectives ont également décidé de se pencher sur la personnalité de l'avocate, espérant trouver des indices sur la façon dont elle pouvait, pourquoi pas, être perçue par son entourage. Si cette dernière était respectée pour sa ténacité et admirée pour son dévouement, elle n'en était pas moins connue pour son caractère inflexible. Elle était déterminée à faire les choses à sa manière, un trait qui pouvait facilement mener à certaines confrontations. Sa famille, ainsi que ses collègues, admettaient qu'elle ne faisait pas de compromis, ce qui aurait pu lui attirer quelques ennuis parmi ceux qui n'appréciaient pas son attitude de tout ou rien. La personnalité impétueuse de Chiquita a amené donc les enquêteurs à envisager qu'elle ait pu, pourquoi pas, provoquer une réaction violente en poussant quelqu'un à bout. Avait-elle, volontairement ou non, franchi une limite avec un client ou même avec un adversaire? Ce comportement passionné pouvait être à la fois un atout mais aussi une faiblesse pour une avocate spécialisée en défense pénale, car il pouvait lui apporter du succès tout en l'exposant à des risques accrus. Il ne serait pas improbable qu'elle ait eu une altercation avec quelqu'un dont la fierté ou la patience auraient été mises à rude épreuve. En parallèle, les enquêteurs continuaient de passer en revue tous les indices matériels. Le sang sous ses ongles, les cheveux retrouvés dans sa main et l'abandon du portefeuille dans une zone criminelle restaient des éléments cruciaux, bien que pour l'instant, il n'ait livré aucun résultat tangible. Les enquêteurs n'avaient pas encore de preuves concrètes pour accuser qui que ce soit, mais ils étaient désormais persuadés qu'ils avaient affaire à un meurtrier astucieux, peut-être même un individu expérimenté dans l'art de brouiller les pistes. Le mystère qui entourait le meurtre de Chiquita Tate ne faisait que s'épaissir, mais les enquêteurs se trouvaient plus que jamais déterminés à percer la vérité. Leur tâche restait ardue, car ils devaient non seulement identifier l'assassin, mais aussi démontrer un motif crédible dans un réseau complexe de relations professionnelles et personnelles. La suite de l'enquête dépendrait en grande partie des détails qu'ils pourraient extraire des indices restants et des alibis des suspects. La mort brutale de Chiquita, femme de caractère et avocate de talent, les avait ébranlés. Et ils savaient que l'issue de cette affaire allait peser lourdement dans la quête de justice pour cette brillante avocate. Son mari, Greg, a coopéré avec les enquêteurs de manière exemplaire dès le début de l'affaire, n'hésitant pas à fournir les clés de son camion pour inspection et à accorder aux autorités un accès total aux biens du couple, y compris leur domicile. Toutefois, malgré cette disposition collaborative, Greg n'a pas pu être complètement écarté des soupçons. En effet, les enquêteurs savent que, dans les affaires de meurtre impliquant un couple marié, le conjoint reste généralement le principal suspect, et ce point n'a pas échappé à leur attention. Les premières inspections n'ont révélé aucune preuve tangible d'une implication de Greg. Ils n'ont trouvé ni armes, ni vêtements tachés de sang, ni traces d'ADN étrangères. Cependant, en approfondissant leurs recherches, ils ont découvert une bande audio inquiétante dans un placard sur laquelle figurait un enregistrement d'une dispute violente entre Greg et Chiquita. Cet enregistrement a mis en lumière des tensions au sein du couple, où les voix échangées portaient sur la division de leurs biens
et sur les difficultés de leur relation. Greg et Chiquita semblaient souvent se quereller à ce sujet, et cette dernière, selon les proches, menaçait régulièrement de quitter Greg. Cela dit, la jeune femme, encore une fois, était une jeune femme très passionnée, c'était tout ou rien. Donc, il arrivait parfois que lorsque les choses n'allaient pas dans son sens dans sa relation, eh bien pour elle, c'était plus rien du tout. Mais dans les faits, elle restait bien souvent avec son conjoint. De ce fait, en connaissant un petit peu mieux l'avocate, cette dynamique conflictuelle n'a pas surpris les enquêteurs. Ils avaient également appris que Chiquita avait un tempérament dominant, tout comme elle avait l'habitude de congédier sa sœur Danita pour des raisons professionnelles. Cette attitude autoritaire pouvait aisément être source de tension dans son couple. Ce qui est peut-être le plus révélateur, c'est que Chiquita avait exprimé à Danita son épuisement face aux difficultés de son mariage le matin même de sa mort, en lui disant ceci. Je ne peux tout simplement plus tenir dans ce mariage. Les parents de Greg Harris, le mari de l'avocate, ont confié à Deadline NBC qu'ils avaient bien remarqué des tensions entre les deux époux, mais avaient considéré ça comme des hauts et des bas normaux. Ils pensaient que les difficultés professionnelles et les absences prolongées de l'avocate, qui passait de longs jours loin de son domicile, jouaient un rôle dans le fossé émotionnel qui semblait se creuser entre eux. Greg, quant à lui, avait fait savoir à des amis et à des membres de sa famille qu'il avait parfois l'impression d'être complètement délaissé par sa femme, celle-ci ne lui consacrant pas assez de temps. Par ailleurs, l'enquête a révélé un incident préoccupant. 2 mois avant leur mariage, un appel au 911 a été enregistré par la police, où Chiquita rapportait un conflit physique entre eux. Selon ses dires, elle avait lancé sa bague de fiançailles au sol et Greg, dans un excès de colère, l'avait étouffée. La situation s'était tellement dégradée qu'un agent avait dû intervenir et des accusations avaient été déposées contre les 2 futurs mariés. Cette altercation a souligné la nature tumultueuse de leur relation, ajoutant du poids aux soupçons des enquêteurs, et ce, dès le début de leur mariage. Cette altercation a souligné la nature tumultueuse de leur relation, et ce, dès le début de cette dernière, ajoutant alors du poids aux soupçons des enquêteurs. Lors de son interrogatoire, Greg a réagi de manière défensive lorsque la police a évoqué des conflits au sein de son mariage avec Chiquita. Il a raconté aux enquêteurs l'itinéraire qu'il aurait emprunté pour rentrer chez lui après avoir quitté sa femme ce soir-là. Les enquêteurs ont alors décidé de recourir à une tactique de bluff. Ils lui ont annoncé qu'il disposait de vidéos de caméras de circulation et de données de géolocalisation qui contredisaient son récit, espérant ainsi obtenir une réaction révélatrice. En réalité, ces caméras étaient complètement hors de service et les détectives n'avaient aucune preuve concrète de ces déplacements ce soir-là, tout comme les caméras situées près du bureau de Chiquita qui n'avaient enregistré aucune image. Mais cette tactique a porté ses fruits. Greg, persuadé qu'ils avaient effectivement des preuves de ces déplacements, a fini par avouer être passé par Garter Lane après avoir quitté sa femme. Cette révélation a, bien entendu, intrigué les enquêteurs car Garter Lane est un quartier connu pour sa criminalité. Lorsqu'ils lui ont demandé pourquoi il s'était rendu dans ce secteur, Greg a expliqué qu'il y avait un fournisseur de stéroïdes avec lequel il traitait et qui vivait dans la zone. En avouant cette fréquentation, Greg n'a fait qu'ajouter un aspect troublant à son profil pour les enquêteurs. L'idée qu'il ait eu affaire à une personne dans un environnement dangereux alimentait encore davantage la curiosité des détectives quant à ses véritables activités ce soir-là. Tous ces éléments, une fois combinés ensemble, ont contribué à dresser un portrait complexe de la relation entre Greg et l'avocate. Leurs échanges tumultueux, les absences prolongées de cette dernière, les menaces de séparation ainsi que les révélations sur ses déplacements dans un quartier criminel la nuit du meurtre dessinaient un tableau troublant. Bien que Greg ait continué à se défendre en clamant son innocence et en coopérant à côté de ça avec les enquêteurs, les détectives n'ont pu ignorer les nombreuses zones d'ombre autour de cet homme, de son comportement et de ses liens avec Garter Lane, où je vous rappelle, le porte-monnaie de sa femme assassinée avait été retrouvé. Dans un contexte où la dynamique conjugale s'avérait tendue, où les personnalités des 2 partenaires étaient complètement en opposition,
et où des antécédents de violence conjugale venaient ternir le cadre, les détectives ont compris qu'ils se trouvaient face à une enquête encore plus complexe que ce qu'ils n'imaginaient déjà à la base. Leur mission restait à présent de déterminer si Greg était directement impliqué ou si quelqu'un d'autre, peut-être lié à leur entourage professionnel ou personnel, pouvait être responsable de la mort violente de Chiquita Tate. Pour les enquêteurs, cette avancée représentait malgré tout un véritable tournant. Greg s'était lui-même placé au cœur de l'affaire en avouant être passé par ce fameux quartier où le portefeuille de Chiquita avait été découvert. Même sans preuve matérielle ni ADN, les détectives voyaient là un atout pour faire pression sur ce dernier. Par ailleurs, le passé judiciaire de Greg, qui portait encore un mandat actif pour un délit de violence domestique, leur offrait une autre raison de le placer en garde à vue, leur permettant de vérifier son alibi et de traiter les preuves trouvées. Pendant que Greg, qui avait été mis en garde à vue, attendait dans sa cellule, un nouvel élément inattendu est venu bouleverser le cours de l'enquête. Les détectives ont reçu un appel anonyme d'une femme affirmant que Chiquita avait entretenu des relations intimes avec 2 de ses clientes, un couple de femmes. Selon cette informatrice, la relation avocat-cliente avait dépassé les frontières du strict professionnel et dégénéré en une passion pleine de jalousie. Ce qui a piqué l'intérêt des enquêteurs, c'était la mention de griffures sur l'une des femmes, pouvant correspondre à une altercation violente. Les 2 clientes, impliquées dans une affaire d'adoption que Chiquita avait gérée, ont été convoquées pour être interrogées. Ces dernières ont réfuté fermement les allégations et ont affirmé que leur relation avec Chiquita était strictement professionnelle. Et d'ailleurs, leur apparence confirmait leur dire. Aucune trace de griffure et des tresses en guise de coiffure, ce qui écartait l'idée qu'elles aient pu laisser des mèches de cheveux sur la scène du crime. De plus, toutes 2 disposaient d'alibis vérifiables, écartant définitivement cette piste. Éclaircis sur la véracité de cet appel, les enquêteurs ont décidé de remonter jusqu'à l'origine du pourboire anonyme. Les vérifications ont permis de retracer l'appel jusqu'à une ville au Texas, où ils ont découvert le numéro de téléphone d'une femme correspondant à la plante. Et là, ce fut une grande surprise, puisqu'il s'agissait de la sœur de Greg. Dès lors, le lien familial venait renforcer les soupçons des enquêteurs. Était-ce alors une tentative désespérée de semer la confusion et de détourner l'enquête? Et de ce fait, Greg ou sa sœur avaient-ils orchestré cette fausse piste? À ce stade, les enquêteurs ont approfondi le profil de Greg et les informations trouvées sont rapidement devenues alarmantes. Son passé relationnel révélait un caractère explosif, avec des problèmes de colère récurrents dans ses relations intérieures. Ils ont également appris que Chiquita avait récemment signé le bail d'un nouvel appartement, un acte significatif démontrant son intention de mettre un terme définitif à son mariage avec Greg. Elle ne s'était pas encore installée dans ce nouvel espace, mais cette décision indiquait clairement une détermination à quitter son mari, ce qui aurait pu mettre ce dernier dans une situation d'inconfort total, n'ayant plus d'emprise sur elle. Ce détail a amené les enquêteurs à se demander si Greg avait pu réagir de manière possessive, considérant alors la séparation comme une atteinte personnelle à son contrôle. Certains proches de Greg, dont son propre frère, ont soutenu l'idée qu'il n'aurait jamais agi de la sorte, assurant qu'il essayait réellement de sauver son mariage et qu'il était prêt à faire des efforts. Le père de ce dernier a ajouté que la rumeur concernant un triangle amoureux n'avait pas été inventée par Greg lui-même, mais lui aurait été rapportée par un autre avocat puis relayée à sa sœur. Selon lui, le but n'était pas du tout de manipuler les enquêteurs, de chercher un alibi ou de les envoyer sur une mauvaise piste, mais de leur transmettre une préoccupation sincère. Néanmoins, malgré ces assurances familiales, les indices convergeaient inéluctablement vers Greg. Entre son comportement violent, son intrusion dans un quartier risqué le soir du meurtre, et le fait qu'il avait potentiellement perdu le contrôle sur Chiquita, les détectives voyaient se dessiner un motif qui était plus que probable pour le meurtre de cette dernière. Rassemblant les témoignages, les incohérences et l'environnement dans lequel le couple évoluait, ils se retrouvaient face à une question cruciale. L'acte était-il motivé par la peur de l'abandon, un désir de vengeance, ou bien une simple question de contrôle?
L'étau se resserrait peu à peu, et chaque nouvel élément semblait renforcer la possibilité d'une implication directe de Greg dans cet homicide brutal. La police commençait à voir les choses différemment, s'interrogeant sur les motivations de la famille de Greg à utiliser des méthodes indirectes pour partager leurs préoccupations. Après tout, pourquoi jouer la carte de l'anonymat s'il s'agissait d'une véritable préoccupation? Le simple fait de venir au poste et de parler franchement aurait permis d'éclaircir les choses. Ces tentatives de diversion étaient de plus en plus suspectes aux yeux des enquêteurs, renforçant alors leurs soupçons à l'égard du mari. La famille de ce dernier, cependant, ne comprenait pas vraiment cette méfiance. Sa mère, Joycey, a vigoureusement défendu son fils, insistant sur son rôle de pilier familial, un homme responsable, attentif et doux envers sa femme, déclarant d'ailleurs ceci. Mon fils, Greg, a aidé à élever ses frères, veillant à ce qu'ils mangent et fassent leurs devoirs pendant que je travaillais. Mike, le frère cadet de Greg, témoignait de l'influence positive de son aîné, affirmant qu'il était son modèle, celui qui l'avait inspiré à devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Même Danita, la sœur de Chiquita, partageait ce sentiment. Elle ne pouvait pas du tout s'imaginer que Greg était capable d'une telle violence, encore moins d'un acte aussi abominable envers sa propre femme. Le délai pour la détention préventive touchant à sa fin, la police a finalement relâché Greg, le manque de preuves solides rendant alors sa détention injustifiable. Peu de temps après sa libération, un événement bouleversant est alors venu troubler les enquêteurs. Selon son père, une tentative d'assassinat aurait été commise contre Greg au cœur de la nuit. Vers 3h40 du matin, quelqu'un aurait ouvert le feu à 5 reprises sur la fenêtre de sa chambre avec une arme de gros calibre, croyant alors qu'il dormait. Par chance, Greg dormait sur le canapé cette nuit-là, échappant ainsi à ce qui aurait pu être un attentat fatal. Cet événement a évidemment fait vaciller les certitudes des enquêteurs, les poussant à reconsidérer l'innocence possible de l'homme. Toutefois, alors qu'ils doutaient de leur propre théorie, les résultats des analyses ADN sont venus relancer l'affaire. Sous les ongles de Chiquita, des traces d'ADN de Greg ont été identifiées, mais aussi celles d'un homme non identifié. Greg était donc toujours, finalement, dans le cercle des suspects. Il était le dernier à avoir vu Chiquita vivante, et malgré les apparences, son implication restait probable. Néanmoins, il manquait encore des preuves directes pour relier Greg au meurtre, malgré sa présence dans la rue où le portefeuille de sa femme avait été découvert, et également les traces d'ADN trouvées sous ses ongles. Ni son ADN, ni d'autres preuves directes ne semblaient le relier à la scène du crime. Pourtant, lors d'une fouille approfondie de son camion, un élément inattendu a également été trouvé. Une paire de lunettes de soleil coincées sous un siège. Cette découverte, en apparence anodine, vous allez me dire, s'est révélée pourtant cruciale dans cette enquête. En effet, des traces de sang, mêlant celui de Chiquita et de Greg, ont été retrouvées sur le verre gauche et la monture droite. Cette preuve semblait indiquer une proximité physique entre les deux lors d'une agression et donnait un nouveau poids aux suspicions des enquêteurs. Les lunettes étaient-elles un indice laissé par erreur ou bien avaient-elles été dissimulées intentionnellement? Le 16 mars, moins d'un mois après le meurtre de Chiquita, Greg a été officiellement accusé de meurtre au deuxième degré. Ce dernier a été placé en détention provisoire où il y est resté pendant près de 2 ans jusqu'à ce que son procès débute en mars 2011. L'accusation a rapidement mis en avant l'idée selon laquelle Greg avait tué Chiquita dans un accès de rage, motivé par la perspective de la perdre à cause de leur séparation imminente. Des anciennes petites amies de Greg ont témoigné en sa défaveur, décrivant son caractère instable, oscillant entre douceur et une violence physique contrôlante une fois la relation engagée. L'accusation a également souligné un autre mobile, celui de l'argent. La nuit du meurtre, Greg avait demandé à son patron une avance sur son salaire, mais celui-ci avait refusé. Pourtant, après la mort de Chiquita, Greg avait hérité de 60 000 $ via une police d'assurance vie qu'il avait souscrite. L'accusation a même rejeté l'idée d'un crime passionnel. Au contraire, ils ont présenté Greg comme un homme froid et calculateur, qui avait minutieusement planifié son crime et la dissimulation de ses traces. Et ils ont fait valoir que la scène de crime était soigneusement orchestrée,
en mettant en évidence l'étrange position des cheveux trouvés dans la main de Chiquita. Ces mèches, plutôt que d'être simplement arrachées dans un moment de lutte, étaient posées délicatement, tissées entre ses doigts. Le procureur Burns a ajouté un argument solide. Dans un scénario de meurtre, il serait extrêmement improbable que le tueur, après s'être vu arracher 90 mèches de cheveux, laisse ces dernières derrière lui, intactes, sans tenter de les dissimuler. Il a également été questionné sur le placement du portefeuille de Chiquita dans une zone criminelle où il serait presque certain qu'un suspect quelconque serait pris au piège. Même l'incident de la tentative de meurtre contre Greg, avec les tirs à travers la fenêtre de sa chambre, a été interprété comme une tentative calculée de simuler une attaque contre lui afin de brouiller encore une fois les pistes. Les lunettes de soleil retrouvées dans la voiture de Greg portant des traces de sang ont été un autre élément majeur du dossier. Le procureur a insisté sur le fait que le mélange de sang de Greg et de Chiquita trouvé sur ses lunettes ne pouvait clairement pas être ignoré. Ce sang a été analysé et une recherche minutieuse dans la maison du couple, cette fois réalisée avec l'aide d'un luminol, a révélé des traces de sang supplémentaires, notamment sur une bouteille d'eau de Javel. Le sang retrouvé correspondait une nouvelle fois aux deux victimes, confirmant leur implication dans l'affaire sans équivoque. De leur côté, les avocats de la défense, qui tentaient comme ils le pouvaient de défendre leurs clients, ont affirmé que l'accusation n'était pas suffisante pour établir la culpabilité de leur client. Le sang retrouvé était minime, il aurait pu provenir de n'importe quelle situation antérieure. D'autant plus qu'avec les quantités de sang supposées présentes sur le lieu du crime, il soutenait qu'il aurait été impossible de ne pas retrouver une quantité significative de sang dans la voiture de Greg ou encore sur ses vêtements. Quant à la présence des cheveux, la défense a insisté sur le fait que ces derniers n'étaient pas nécessairement ceux de Chiquita. Bien que la théorie du triangle amoureux ait été écartée, les avocats ont suggéré que les cheveux pouvaient provenir d'une autre femme et ont pointé du doigt le fait que Greg n'avait jamais avoué avoir été sur Garter Lane. Ils ont avancé qu'il avait tout simplement honte d'admettre qu'il achetait des stéroïdes illégaux dans ce quartier à forte criminalité. La défense a également soulevé une question cruciale. Qu'en était-il de l'ADN masculin inconnu retrouvé sous les ongles de la victime? Ils ont insisté sur le fait que les détectives n'avaient pas enquêté de manière approfondie sur les clients et les potentiels clients de Chiquita, ceux qui auraient été assez proches d'elle pour que leur ADN se retrouve sous ses ongles lors de la lutte. Cela aurait-il pu finalement être un indice que quelqu'un d'autre avait pu l'attaquer avant que Greg n'intervienne? Quoi qu'il en soit, après 16 jours de procès, les deux parties ont terminé de présenter leurs arguments et le jury a entamé ses délibérations. À la grande surprise de tous, en seulement 3h30, le jury est revenu avec une décision. Greg n'a pas été reconnu coupable de meurtre au 2e degré comme l'accusation l'avait espéré. Au lieu de ça, ils ont demandé au juge s'il pouvait le déclarer coupable d'homicide involontaire et ce dernier a accepté. Le verdict a littéralement abasourdi l'accusation, mais également la défense. En effet, personne n'avait envisagé une telle accusation. Les jurés ont expliqué qu'ils croyaient que Greg avait agi sous le coup de l'émotion dans une situation qui avait dégénéré et était devenue incontrôlable. L'homicide involontaire est un crime moins grave que le meurtre, en ce sens qu'il implique la mort causée sans intention de tuer, mais toujours par négligence ou imprudence. C'est une accusation d'intention générale qui peut entraîner une peine allant de quelques mois seulement à 40 ans de prison, avec une certaine marge de manœuvre laissée au juge pour fixer la peine. Cependant, bien que le juge ait accepté le verdict d'homicide involontaire, il n'a clairement pas fait preuve de clémence puisqu'il a imposé la peine maximale de 40 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Greg Harris, désemparé, a rapidement embauché un nouvel avocat pour faire appel de la sentence. Ce dernier a contesté la peine en arguant que le juge connaissait personnellement Chiquita, ce qui, selon lui, avait largement influencé sa décision. Le juge avait en effet révélé dès le début qu'il avait connu Chiquita en tant que commis juridique, lorsque cette dernière était encore étudiante. Malgré tout, aucun membre de la défense n'avait soulevé d'objection, et la procédure s'était poursuivie normalement. Cependant, l'avocat de Greg a découvert que le juge avait omis de mentionner un autre détail important. Chiquita avait également été l'avocate du juge dans une affaire civile quelques années plus tôt. Greg, convaincu de son innocence,
a continué de clamer que l'un des frères, Denard Duert, était le véritable meurtrier. Selon lui, Denard l'avait tué pour entraver une procédure judiciaire contre son frère, Rick Gallo, un autre membre de la famille Duert. L'affaire a alors pris un autre tournant avec les frères Duert. Denard, comme son frère, avait été impliqué dans d'autres affaires criminelles, mais en 2016, les accusations de meurtre contre eux dans l'affaire de Chiquita ont été abandonnées. Des témoins ayant été tués dans des incidents séparés ont mis fin à l'enquête. Denard a par la suite été reconnu coupable de tentative de meurtre au 2e degré dans un autre dossier et purge actuellement une peine de 20 ans. Quant à son frère, Dyrus, il purge une peine de 14 ans pour une condamnation liée à une affaire d'arme à feu. Malgré toutes ces accusations et théories alternatives, en 2016, la demande de Greg pour un nouveau procès a été rejetée. La police, de son côté, a insisté sur le fait que chaque piste qu'elle avait suivie revenait systématiquement à Greg Harris et que ce dernier restait le principal suspect dans cette affaire. L'affaire de la mort de Chiquita Tate soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Bien que Greg Harris ait été condamné pour homicide involontaire, de nombreux mystères demeurent, notamment l'ADN d'un homme inconnu trouvé sur les ongles de la victime, les indices qui pointent vers une possible application des frères Duert et la question du rôle du juge dans le verdict. La vérité a-t-elle été complètement révélée ou Greg Harris a-t-il été une victime d'un système de justice plus complexe qu'il n'y paraît ? Le cas reste évidemment un enchevêtrement de mensonges, de preuves contradictoires et de secrets familiaux qui, peut-être, ne seront jamais entièrement percés. Alors, ma question est, qu'en pensez-vous ? Greg Harris était-il réellement coupable ou a-t-il été victime d'une machination bien orchestrée ? Est-il possible que des secrets de famille et des rancœurs cachées aient joué un rôle bien plus grand que ce que l'on imaginait ? J'ai évidemment hâte de savoir ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires. Personnellement, je suis quand même assez mitigé. J'aurais tendance à dire que Greg Harris est coupable, que toutes les preuves pointent contre lui. Après, on a déjà vu des affaires qui, avec quelques pots de vin, quelques connaissances, ont fait en sorte que des innocents se retrouvent derrière les barreaux. Même si malgré tout, je reste quand même persuadé que Greg Harris est le tueur. Je suis désolé, mais je n'arrive pas à m'enlever ça de la tête, dans le sens où quel aurait été le but de ce juge de faire incriminer Greg Harris plutôt que les véritables assassins qui potentiellement étaient des meurtriers quand bien même ils connaissaient Chiquita. En soi, c'est Chiquita qui connaissait et Chiquita, elle est morte. Donc, qui aurait pu lui glisser un pot de vin? Pour quelle raison est-ce qu'il aurait incriminé les mauvais criminels? Ça, c'est une question que je me pose et dont je n'ai pas la réponse. Donc, je ne vois pas en quoi il y aurait une machination qui aurait été mise derrière tout ce procès. Mais si vous pensez que c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'ai hâte de connaître votre avis. C'est donc tout pour l'affaire de Chiquita Tate et j'espère que cette affaire était encore inconnue pour vous. Mais avant de se quitter, comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like ou en vous abonnant juste en dessous, ce n'est toujours pas fait. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle affaire. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.